Cela ressemble à la salle d'attente d'une clinique ultra-moderne. Le mobilier est design, la standardiste est dans les tons. Tout cet apparat n'est pas réservé aux humains, mais aux animaux malades. Tu es sage, Dior. Ce prénom très chic appartient à ce petit bichon de 10 ans et demi. Valérie, sa propriétaire, ne dort plus. Dior va subir un examen en urgence, car il a très mal au ventre. On ne peut plus attendre, en fait. Parce qu'un jour sur deux, il est bien, et puis après, ça crée des soucis. Et puis même pour lui, dans sa vie comme dans la nôtre. Je veux dire qu'après, voilà, on les préfère en bonne santé. Monsieur la Mestrade, s'il vous plaît. Valérie et Pascal ont tout fait pour soulager le petit Dior. Ils ont déjà consulté leur vétérinaire 6 fois en 3 semaines, sans aucun résultat. Il leur a donc conseillé de lui faire passer un examen, généralement réservé aux femmes enceintes, une échographie. Alors, Dior, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui lui arrive, messieurs, dames? Ça a commencé par des douleurs en faisant la promenade, il s'est couché. D'accord. Voilà, donc un petit peu la panique, forcément. Il se cambrait sur les pattes avant, remontait ses petites fesses et avait des spasmes assez douloureux. Je vis beaucoup avec lui. Je m'exprime comme ça parce que je connais, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait des bruits inconsidérés dans son ventre. Je ne sais pas comment appeler ça. Il a bouilli. Voilà, nous, mon mari appelle ça des aliens, n'est-ce pas? J'ai du mal à dire des aliens, c'est pas facile à dire. Voilà. Bon, donc il avait des aliens. Et alors à partir du moment où ça se déclenchait, je savais qu'il fallait qu'il mange de l'herbe. Ok. Donc on va faire cette échographie tout de suite, ensemble. Ok. L'échographie est un examen non douloureux, 2 et 3. mais pour Valérie, c'est une torture. Et vous allez venir, madame, hop, lui tenir les 2 patounes comme des manettes, et vous le rassurez. Regarde mon amour. Il est là, mon cœur. Bah oui, mon cœur d'amour. Les gémissements de son chien la mettent au bord des larmes. Petit chien. Le docteur Isabelle Testo essaie tant bien que mal de détendre l'atmosphère. Allez, encore. Je ne fais pas voir que les intestins, je fais un tour du propriétaire, d'accord? Donc ici, vous avez la vessie, vous avez une très jolie petite prostate. Regardez comme elle est belle, la prostate. Très jolie petite prostate. Voilà. Mais rapidement, l'examen révèle une anomalie. Vous voyez, c'est juste là, vous avez une chose qui apparaît un petit peu plus foncée à l'échographie. C'est la zone du pancréas. Et quand je regarde cette zone-là, j'ai un pancréas qui est particulièrement visible, avec autour la graisse qui est particulièrement blanche. Ça peut signer des lésions dites de pancréatite, d'inflammation du pancréas. Et ça fait très mal. Et ça peut vous expliquer vos symptômes. Dior a besoin d'examens complémentaires, mais sa maîtresse n'est pas prête à le lâcher. Alors là, madame, vous allez me donner votre bébé. Oui. Je l'emmène faire une prise de sang avec mon infirmière. D'accord. Vous allez repasser en salle d'attente, vous détendre, prendre un café, un thé, un chocolat. Je ne sais pas si le café c'est une bonne idée en fait. Non, je ne sais pas. Boire un verre d'eau. Je vais lui faire sa petite prise de sang. Tout va bien se passer. On n'a rien trouvé de dramatique sur ce petit chien. Quand ils voient leur chien s'éloigner, Valérie et Pascal angoissent. Ils ne peuvent imaginer la vie sans Dior. C'est un être unique. Il est unique. On l'a voulu, on a été le chercher, il est né, il est arrivé dans notre vie. Voilà. Mais par contre, le bonheur pour Dior, c'est d'être réunis tous les 3. Papa, maman, Dior, tout va bien. Papa, maman. Papa, maman, oui. Et voilà. Dior a fini ses examens. L'attente des résultats va être interminable pour sa maîtresse. J'ai les résultats d'ici 20 minutes. Comme Valérie et Pascal, plus d'un foyer sur 2 possède un animal de compagnie. Avec 61 millions de lapins, de chats, de chiens ou de tortues, la France détient le record d'Europe. Bonjour. Autant de propriétaires, prêts à tout pour le bien-être de leurs fidèles compagnons. Ça fait 419,50 € de cible. En 10 ans, les dépenses liées à leur santé ont augmenté de 70%. Pour répondre à cette demande, les vétérinaires ont eu l'idée de construire des cliniques ultra modernes à la pointe de la technologie. Ici, il y a un service de soins intensifs, 4 salles d'opération et même un scanner, exactement le même que pour les hommes. Comme pour les grands sportifs,
Les chiens ont aussi droit à des séances de rééducation et de balnéothérapie. Ah, oui, c'est bien ça, Loulou. Une quinzaine de vétérinaires, 10 assistants. En tout, 40 professionnels se relaient jour et nuit pour s'occuper de ces animaux en souffrance. Le petit Vinny s'apprête à subir une opération de choc. Une intervention encore inimaginable il y a quelques années sur un chien. Et on obtient forcément une... Ce vétérinaire a choisi une spécialité plutôt surprenante. Il est dentiste pour chiens. Autour des racines, l'os est quasiment totalement absent. C'est-à-dire que l'infection a rongé l'os, hein, littéralement. On va devoir lui enlever presque toutes les dents. En France, ils sont seulement 3 comme lui à pratiquer ce genre d'opération. Et n'allez pas lui dire que son métier est un peu futile. Effectivement, le chien qui s'est cassé une dent sur lequel on va mettre une couronne en or, je caricature un petit peu les choses, mais on peut considérer peut-être que là c'est du luxe. Mais sur un animal tel que celui-là, c'est pas du luxe. Sur une trentaine de dents, le dentiste n'a pu sauver que 3 crocs au petit Vinny. Mais ça ne devrait pas lui poser de problème pour manger. Un chien ne mâche pas en fait. Gober une croquette ou gober de la pâtée, il n'y aura aucun problème. Après 1 heure d'opération, Vinny, édenté, retrouve sa maîtresse et son fils, très heureux de le récupérer sain et sauf. Voilà le petit Vinny. Je vous le mets dans les bras. Ah oui, alors. Ça va, vous le tenez? Oui, oui, je le tiens. Voilà. Bonjour, ma petite puce. Oh, mon petit lapin. Oh là là. Pauvre petite bête. Voilà, vous voyez, on a fait du grand ménage. Hein. En l'occurrence, j'ai enlevé... Son chien n'a plus de dents, mais ça ne la gêne pas trop. Là, il ne lui reste plus que 3 canines. J'ai qu'une dent, moi. Des fois, mes petits-enfants, ils ont peur de moi, hein, avec ma dent. Mais t'as trop mangé de bonbons, c'est pour ça. Et votre chien, il en aura plus que vous? Ah oui, plus que moi. Petite bête. Selon le docteur Boutoil, un chien, c'est comme un enfant. Il faudrait l'habituer dès le plus jeune âge à un geste tout bête. Peut-être une solution, mais la meilleure des solutions, c'est les soins tels que sont, par exemple, le brossage dentaire. Donc de réussir à aller brosser les dents du chien. Vous vous rendez compte, laver des dents, un petit chien comme ça, il mord à chaque fois. Il est hargneux, hein. Avec ses 3 dents, Vinny ne risque plus de mordre sa maîtresse. En revanche, cette opération va faire mal à son porte-monnaie. On est du coup en tout à 527 € et 6 centimes, s'il vous plaît. Plus de 500 €, tout à la charge du propriétaire. Les soins vétérinaires ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Malgré sa petite retraite, la maîtresse de Vinny n'a pas hésité 1 seconde avant de le faire soigner. Ça fait beaucoup, mais vous savez, je regrette pas, on regrette pas de les donner pour lui parce que il est beau. Hein. Ah oui. Ah, disons, on l'a jamais Vous savez, emmené, on l'a jamais emmené. les petits chiens sont meilleurs que les humains quelquefois. On est triste, ils comprennent, ils viennent sur vous. Oh, c'est vraiment adorable. Pour moi, ça n'a pas de prix. De leur côté, Valérie et Pascal vont enfin savoir si la maladie de Dior est grave. Les résultats des analyses sanguines viennent de tomber. Bon, alors, La maîtresse est tendue. donc on a plusieurs choses. Première chose, on a confirmation qu'il s'agit bien d'une pancréatite. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette pancréatite n'a pas de répercussions au niveau état général. Vous êtes rassurée, madame? Ah oui, totalement. Totalement. Ouf, oui. On vivait pour aujourd'hui, hein, en fait. C'est pas simple, hein. Ça parle pas, hein. Donc après, c'est tout le ressenti de... Bon, après, j'avoue aussi une chose, c'est que je suis extrêmement fusionnelle avec Dior. Ça, on peut pas me le reprocher. Je peux pas me changer maintenant, c'est évident. Donc, il vit un petit peu ce que je vis aussi. Après 3 semaines de traitement, Dior retrouvera toute sa vitalité. Pour leur bichon, Valérie et son mari dépensent sans compter. Quelle que soit la taille de la bête, l'affection des propriétaires pour leur animal reste immense. Cet amour peut leur coûter des fortunes et des décisions sont parfois difficiles à prendre. C'est la triste mésaventure qui frappe Xavier et sa femme.
À leur retour de vacances, ils ont retrouvé leur cheval en piteux état. Oui, en effet, il a mal. Alors attendez, on va... Cette clinique de la région parisienne est peut-être la seule à pouvoir sauver Nevermind, 12 ans. Xavier et sa femme ne sont pas des éleveurs. Leur cheval n'est pas un crack, mais c'est toute leur vie. Nevermind s'est enfoncé un clou rouillé dans le pied il y a une semaine. Ils l'ont retiré, mais l'animal boite de plus en plus. Son pied est infecté. Ils ont donc pris rendez-vous en urgence afin de faire des examens approfondis. Pour l'emmener jusqu'ici, ils ont improvisé un pansement de fortune. C'est des couches pour bébé en fait. Cette vétérinaire qu'on a vue en premier qui nous a soumis de mettre ça pour amortir et protéger en fait le pied. Vous en aviez? On a acheté des couches pour bébé exprès. Ce couple a une grande fille qui a déjà quitté la maison. Toute leur attention s'est reportée sur leur cheval. Ils s'en occupent et le montent tous les jours depuis 2 ans. C'est un cheval qu'on a récupéré qui était très très mal en point en fait. Et qu'on a retapé, qu'on a remis en état. Et puis voilà, c'est le coup de pas de chance quoi. Malgré sa taille, 1,80 m au garrot, le cheval est un animal fragile et ses propriétaires le savent bien. Ils redoutent que l'infection provoquée par le clou se propage. Ah oui, en effet, oui. À première vue, selon le docteur Launois, la blessure n'est vraiment pas jolie. Ah bien, le danger quand on a une infection là, qui dure de plus de 8 jours, c'est d'avoir une infection tendineuse, une infection articulaire, une infection osseuse. Et là, le pronostic vital peut être engagé, clairement. En clair, l'infection peut le tuer. J'en doutais un petit peu. Pas... Oui, oui. J'ai vu quand même quelques chevaux dans ma vie et ouais, je sais que c'est pas génial comme blessure. Après, ouais, il y a tellement une misère ce cheval que. Une de plus, une de moins. Je pense qu'il s'est sorti de tout jusqu'à maintenant. Le seul moyen de savoir s'il faut opérer Nevermind, c'est de passer sa jambe dans l'IRM. Seules 5 cliniques en France sont équipées de cet appareil d'imagerie médicale très sophistiqué. Après 1h30 d'attente, la question ne se pose plus. Le clou, il vient là, et il vient faire ça. Clac. Et il vient taper ici. T'as pas le choix. Ah oui, d'accord. Donc là, de toute façon, c'est grosse chirurgie, invasive, etc. Ok. Donc on va faire le point. Donc c'est son crânier. Si on l'opère pas, il passe. Oui, le pronostic vital est plus qu'engagé. Si on la fait pas, ça fera pas. Maintenant, le choix qui s'offre à eux est terrible. Euthanasier leur cheval ou dépenser près de 10 000 € en chirurgie et en soins sans aucune garantie de résultat. Normalement, il y a de grandes chances qu'ils s'en sortent. Par contre, de là à vous certifier que vous puissiez le récupérer comme cheval de loisir, je le saurai surtout après la chirurgie dans les jours qui vont venir. On est prêt à beaucoup de choses, mais c'est sûr qu'entre une facture entre 5 et 10 000 € pour pas être plus sûr, c'est juste la question qu'il faut se poser. Si on était certain à 100% du résultat, la décision serait moins difficile. Même s'ils gagnent bien leur vie, cette somme représente beaucoup. Oui, bien sûr. Mais peut-être pas autant que la décision qu'ils doivent prendre. Le couple a une nuit pour réfléchir. À Nantes, à la clinique vétérinaire ultramoderne, on soigne aussi des animaux très à la mode. Tortues, perroquets, reptiles. On les appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Ils sont tellement en vogue qu'un département entier leur a été consacré. Ce matin, le malade est cette petite couleuvre. Elle ne mange plus depuis 1 mois.
Elle est vive quand même, elle bouge, elle est vraiment toute petite. Ce que je ferais bien, moi, du coup, c'est de vous la garder peut-être là un jour ou deux pour gaver. Ça fait 5 grammes. Normalement, elle devrait peser 4 fois plus. Même si les couleuvres jeûnent plusieurs semaines dans la nature, celle-ci a besoin de manger. C'est une question de survie. Pour lui redonner goût à la nourriture, sa maîtresse lui a pourtant acheté des morceaux de souris congelés. J'ai toujours eu une attirance pour ces animaux-là. C'est le côté différent, en fait, vraiment, le côté prédateur que j'aime bien chez eux. C'est pas visqueux comme les gens pourraient penser, ça mord pas, c'est moins dangereux qu'une souris, je suis sûre, à mordre, ça fait même pas mal. Le docteur Rizzi pense avoir trouvé le problème. Le couple joue avec son serpent comme si c'était un animal de compagnie ordinaire. On fait pas des bisous à un serpent, ça n'a pas d'intérêt pour le serpent ni pour les personnes. On est plus dans le contact quand même. Moi, on le prend régulièrement. Plus régulièrement, par contre, on savait pas que c'était mauvais pour lui. Ah, il faut pas le sortir. Parce que si vous vous embêtez à faire 30 degrés dans le terrarium, vous le faites passer à 10 degrés de moins chez vous, d'un coup. Peut-être qu'elle est de caractère, entre guillemets, stressée d'être sortie manipulée. Peut-être que c'est que ça son problème. La petite couleuvre retrouvera l'appétit 2 semaines plus tard. L'urgence qui attend le docteur Rizzi et son équipe ce matin-là va leur donner du fil à retordre. Ils ont apporté tout leur arsenal pour affronter une belle bête. L'animal s'appelle Kazaï et elle n'aime pas du tout les vétérinaires. Cette lionne de 2 ans et demi doit être transférée dans un autre parc en Pologne. Avant de l'y envoyer, il faut la vacciner. Un acte a priori banal pour un vétérinaire, mais quand il s'agit d'un fauve, rien n'est simple. Dans une seringue. La plupart de ces animaux-là, pour donner des médicaments, on est obligé de les flécher. Les flécher, cela signifie les endormir. Et c'est là tout le problème pour le docteur Rizzi. J'ai 3 et 2. Une dose trop forte d'anesthésiant pourrait tuer l'animal. Mais avec une dose trop faible, la lionne pourrait se réveiller alors qu'ils sont encore dans la cage. Tout le monde est un peu sur le qui-vive, parce qu'il ne faut pas que ça se passe mal, c'est dommage, ils ne sont pas malades, il n'y a pas de problème particulier sur ces animaux, il faut juste qu'ils s'en aillent sereinement en Pologne, donc il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas qu'ils se blessent. Quoi. Il y a une petite dose de stress quand même si vous Bah oui. Pour injecter la dose d'anesthésiant, Emmanuel utilise ce pistolet à air comprimé. 3,5. La partie est loin d'être gagnée. La lionne ne ferait bien qu'une bouchée du docteur Rizzi. Elle me suit au lieu d'aller au fond de la cage et je ne peux pas rentrer le canon. Prêt pour tirer. Si je rentre le canon, elle le mord mon canon. Après plusieurs tentatives, Kazaï s'éloigne enfin. L'animal est touché, mais elle est combative. Avec sa patte, elle fait tomber la fléchette. Elle n'a peut-être pas reçu toute la dose d'anesthésiant. L'équipe tente de récupérer la seringue avant que la lionne ne se blesse avec. C'est des gros chats joueurs. Tout va bien, j'aurais dû prendre un autre dans l'autre sens. Kazaï est groggy, mais encore très dangereuse. Emmanuel lui envoie la dernière dose. Voilà, c'est bon. Et elle a bien pris. Et elle y va encore. Hein. Au bout d'une demi-heure, la lionne ressemble à une grosse peluche. Enfin, mieux vaut vérifier une dernière fois que la bête est bien endormie. Ils sont pas mélangés. Hein. Ok, allez-y. Normalement, toutes les précautions sont prises pour qu'elle se réveille pas. Mais on peut avoir parfois des effets un peu imprévisibles. Une fois la prise de sang et les vaccins effectués, 1, 2, 3. 4 personnes ne sont pas de trop pour soulever ces 180 kilos.
Kazaï est née dans ce parc, mais elle ne peut y rester. Pour éviter les problèmes de consanguinité au sein d'une même espèce, les zoos d'Europe s'échangent leurs animaux. Attrape la queue, tirer la couverture. Voir une de ces bêtes partir est toujours un moment émouvant pour le directeur du parc. C'est la suite logique avant les vivre leur vie de futures mamans dans un autre parc. Ça doit être des lions, même si on n'est pas à les caresser, voilà. Et on passe du temps avec, ils nourrissent tous les jours, il faut les rentrer matin et soir. Et... Je vais aller voir. Il y a des échanges, comme tous les animaux, hein, de toute façon. Avant le départ, Emmanuel vérifie une dernière fois que la lionne s'est bien réveillée. Elle bouge bien la tête, elle a la tête levée, donc on est en sécurité. Et on doit, nous, être en sécurité. Si l'animal avait un problème à cause de l'anesthésie, on est responsable. Donc là, je suis sûr qu'elle est bien réveillée, elle peut partir. Le sort de Kazaï est scellé. Elle va continuer sa vie en Pologne. En Île-de-France, une décision importante a été prise. Les propriétaires de Nevermind ont rappelé dans la soirée. Ils veulent sauver leur cheval, quel qu'en soit le prix. Ce matin, il va donc être opéré de sa patte infectée. Pour l'endormir, il faut 3 fois la dose injectée à la lionne Kazaï. Là, le cheval va se coucher. Donc, il peut tomber plus ou moins doucement. Voilà. Donc, vous voyez, ça l'incite à se coucher et à s'asseoir vers l'arrière. Voilà. Et voilà. Donc là, on attend qu'il s'anesthésie bien. C'est parfait. Reste maintenant l'une des parties les plus délicates, le transporter jusqu'à la table d'opération. Pour cela, la clinique est équipée d'un treuil capable de soulever les 662 kilos de Nevermind. Un petit coussin pour son confort. Et l'opération commence. Comme pour les humains, le bloc opératoire est stérile. Bon, là, on va y aller à la lame de bistouri. Pendant 2 heures, une machine assure la respiration du cheval et une autre surveille son rythme cardiaque. Daniel, il faut changer de lame. À la fin de la chirurgie, le docteur Launois est plutôt satisfait. Il a réussi à enlever les tissus infectés. Pour bien guérir, il faudrait que Nevermind reste immobile sans poser la patte par terre pendant près de 2 mois. Impossible pour un cheval. Un pied de cheval, ça marche dans des choses pas très propres, donc on va faire un plâtre, on va faire toutes ces choses-là, et ça met un temps fou à cicatriser. Tous les jours, les soigneurs vont devoir lui refaire cet énorme pansement. Contrairement aux humains, après une opération, un cheval ne peut rester allongé pour se reposer. Oui. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le cheval se mette debout, parce qu'il y a encore une autre gageure, parce qu'on dit toujours en anesthésie chez le cheval, c'est comme les avions, les moments les plus risqués, c'est le décollage, donc quand on les touche, et l'atterrissage, donc quand ils se relèvent. Les murs de la salle de réveil sont capitonnés. Car en se relevant, le cheval peut se cogner et se faire très mal. Les assistants vétérinaires restent avec lui pour surveiller ce moment délicat. Nevermind est comme un pantin désarticulé.
Après plusieurs tentatives, il se remet d'un coup sur ses pattes. Il est dans les choux? Ah, il est pas encore bien prêt, oui, c'est sûr. Nevermind, un géant au pied d'argile. Ses propriétaires l'ont sauvé d'une mort certaine. Mais ils doivent encore être patients. Dans 2 mois, soit il galope de nouveau avec lui, soit Nevermind termine sa vie comme cheval de compagnie, trop faible pour les promener sur son dos. Pour l'amour de leur animal, ses propriétaires ont déjà payé une facture de plus de 6 000 € et les dépenses sont loin d'être terminées. En milieu rural, lorsqu'il s'agit de soigner un animal, la question de l'argent ne se pose pas de la même manière. Perdre une bête pour un éleveur, c'est un salaire qui s'envole. Marie a dû intégrer cette notion économique dans son métier de vétérinaire. Les éleveurs aiment leurs bêtes, mais c'est aussi un outil de travail, c'est ce qui leur fait gagner leur vie. Si jamais il y a des traitements qui sont faits pour rien, on va éviter de se diriger vers là pour éviter de faire des frais, éviter de perdre du temps. Pour économiser de l'argent, les éleveurs prodiguent eux-mêmes les soins. Alors quand ils appellent Marie, c'est qu'il y a urgence. C'est un peu votre bureau là derrière. C'est ma réserve. Oui, oui. Là, il faut avoir tout ce qu'il faut sous le coude, parce qu'une fois qu'on est parti, s'il nous manque quelque chose, c'est embêtant. Il y a, c'est que quand on est appelé, c'est que c'est compliqué. Comme ce jour-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'une des 120 vaches de cette dame est en train de mettre bas. La poche a été rompue quand? Il y a 1 heure à peu près. 1 heure et là ça n'avance plus? Non, elle pousse pas trop et j'ai peur qu'il soit un gros veau. Bon, on va aller voir ça. En Bretagne, les vélages ont lieu toute l'année. En moyenne, Marie en effectue 1 par semaine. Et il y a intérêt à bien se protéger. Casaque en plastique pour pas être pleine de liquide amniotique. Et tout ce qui va avec. Pour rester au sec. Les pattes du veau sont sorties, mais la vache ne pousse plus. Je pense que c'est un beau veau. Il est bien placé. Il est bien placé, mais il est costaud. Trop gros, le veau a besoin d'aide. Il faut aller voir à l'intérieur. Pris au piège dans le ventre de sa mère, il risque de s'étouffer. Qu'est-ce que vous faites là? Je pose les cordes sur les pattes pour pouvoir tirer sur le veau et puis engager. Cette naissance s'annonce physique. Et la vache ne veut toujours pas pousser. Marie n'a pas le choix. Elle est obligée d'employer la manière forte. L'engin a l'air barbare, mais il est sans douleur pour la vache. C'est pas très maniable. C'est une sorte de forceps pour bovins. Ouais. T'as vu? Museau. T'as vu un museau? C'est bon, c'est bonne pioche. Allez. Est-ce qu'on peut faire un peu levier vers le bas? Ouais, je sais. Bah ouais, ma nénette. Allez, quelle lui, hein? Allez, Bidet. Tiens le coup, hein? Alors, est-ce que tu arrives à me faire un coup doucement, doucement, doucement? Attends, on attend un peu. Qu'elle pousse. Voilà, il est plein de glaire. Ouais, je pense que ouais, c'était une bonne initiative. Allez, on y va. Ouais. Hop là. En sortant, le cordon ombilical se rompt tout seul. Un petit mal. Il pèse près de 50 kilos. C'est bien d'intervenir à ce moment-là parce que... Il avait commencé à boire en fait... Boire la tasse. Ouais. Il avait du liquide dans les poumons. Sans l'intervention de Marie,
le veau aurait pu se noyer dans le liquide amniotique de sa mère. Quel est votre sentiment là? Très contente. Fière de moi. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand tout se passe bien, c'est super. Hop, un petit lot. Même si les premiers pas sont tâtonnants, le veau est en pleine forme. Mais l'éleveuse, elle, est un peu déçue. Elle pense au manque à gagner. Un petit mâle, ça n'a presque pas de valeur. Aujourd'hui, les veaux mâles, on les vend allez, au mieux 70-80 €. Une génisse, on va automatiquement la garder et ça fera une future vache. Et une vache en lait, ça a de la valeur. À peine remontée à bord de son véhicule, Marie reçoit un coup de fil de son cabinet. C'est une génisse et apparemment le veau est tout retourné. Ok, bon, on va aller voir ça. Merci. Le cas semble complexe. Une génisse est une vache qui n'a encore jamais mis bas. Alors si le veau se présente mal, c'est mauvais signe. Soit on arrive à le remettre en place et puis on fait un vélage par voie normale, ou alors si vraiment il n'y a pas moyen de le retourner, il faudra faire une césarienne, quoi. Il ne faut pas traîner, surtout que l'éleveur avait l'air assez inquiet au téléphone. Dans cette ferme, les bêtes sont engraissées pour leur viande. Salut, salut, ça va? Fabien Tigeot élève 55 limousines. Ces vaches sont sa seule source de revenus. Marie doit absolument sauver la génisse et le veau. Je crois qu'il y a les pattes qui sortent là, ça a l'air de... J'ai l'impression qu'il a le nez devant. Il est sur le dos. Tu crois qu'il est encore vivant ou... Je pense, ouais. Ça bouge? Ça bouge, j'en sais rien. J'ai pas réussi à mettre la main, quoi, mais... Comment? Il est chaud encore. Comme pour la vache laitière, le petit veau a les pattes qui sortent. Mais dès le premier examen, le diagnostic de la vétérinaire tombe. Un coup dur pour Fabien. Oh, bichette! Mais l'éleveur ne tergiverse pas très longtemps. Ça va pas passer notre affaire. Donc après, le veau est mort, ça c'est une chose. Après, faut sauver la vache, on va dire. C'est dommage pour moi, mais après, je veux aussi respecter sa santé. Puis c'est mon gagne-pain aussi, donc je veux pas que la vache meure. Voilà, ça a de la valeur quand même. Pratiquement 2000 €, quoi. La seule solution, c'est la césarienne, sachant qu'on a déjà un veau qui sent mauvais, donc derrière avec des risques d'infection. Ouais. Et de perte de vache. De perte de vache, ça... Enfin... Fabien fait vite le calcul. Une césarienne coûte 230 €. Il tente l'opération. Pour cela, il installe la vache dans cette cage. On est bien loin de la clinique moderne et du bloc stérile où a été opéré le cheval Nevermind. La césarienne va se pratiquer au beau milieu de la cour, avec les moyens du bord. Est-ce que tu auras une petite ficelle pour attacher la queue, 2-3 seaux d'eau tiède bien propres, une petite table, 2-3 torchons. En plus, il va commencer à faire nuit. C'est à la lumière de la grange et de sa lampe frontale que la vétérinaire s'apprête à ouvrir le ventre de la vache. Oui. Oui, ça va? Je suis sur une césarienne là. Comme beaucoup de jeunes mamans, Marie gère de front son métier et sa vie de famille. Les deux sont... Allez, tout à l'heure. Salut. C'est mon homme qui se demande où je suis et qui demande s'il doit récupérer les enfants. Les vaches, les enfants, le mari. Allez. Alors que sa famille rentre à la maison, Marie commence l'intervention. La génisse doit impérativement rester debout pour limiter les risques infectieux. Elle n'a donc droit qu'à une anesthésie locale. Bon, c'est parti. Malgré les conditions un peu extrêmes, chacun des gestes de la vétérinaire est précis et mesuré. Allez, bichette, ne nous emmerde pas, ça va être vite fait. Au bout d'une demi-heure, Marie et Fabien réussissent enfin à extraire le veau. Alors attends, c'est peut-être pas vrai. Attends, vas-y, fais une pause, fais une pause. Une pause, si tu veux. Malgré la violence de l'opération, la génisse reste calme. Attends, je vais remettre un peu la maîtrise. Allez, c'est fini, ma grosse. L'intervention s'est bien passée. Fabien est impressionné.
Marie, elle gère bien ça quand même. Elle mettrait la tête dans la panse, hein, s'il fallait. Elle vous épate? Bah non, bah moi je suis... Ouais, épaté, je veux dire, je suis assez... Après, d'un côté, je la connais un petit peu comme ça, je l'ai déjà vu intervenir, donc je suis pas surpris de ses compétences dans son métier et de ses qualités. Après, voilà, c'est pas à la portée de tous de faire ça, quoi. Non, bah c'est bien justement que parfois les éleveurs nous disent aussi qu'ils sont contents de nous parce que c'est pas toujours le cas, on va dire. Des fois ça se passe mal, ils savent râler. Et puis du coup quand ils sont contents de notre travail, ça fait du bien de le savoir aussi, quoi. Une fois la plaie refermée, Marie applique un spray qui agit comme un pansement. La touche finale, la déco de Noël. Fabien a pris la bonne décision. Il a sauvé sa vache. Ausculter un bovin, un cheval ou un chien, c'est parfois compliqué. Allez, poulette. Mais quand l'animal vit dans l'eau, les vétérinaires sont obligés de ruser. Comme avec les dauphins. À les voir exécuter ces pirouettes, on imagine qu'il est simple de les approcher. Même s'ils sont gentils, les dauphins restent des animaux sauvages. Pourtant, le docteur Emmanuel Rizy, qui s'est occupé de la lionne, arrive à les examiner tranquillement. Il n'y a pas de queue qui sort quand tu appuies? Non. Okay. Bon, bah, c'est bien. Ici, c'était coupé, scalpé, donc on avait fait quelques points pour rapprocher, mais ça n'a pas bien tenu en fait, et il cicatrise très très bien tout seul. Mais c'est un endroit où la nageoire bouge, donc c'est une petite plaie qui va mettre du temps à se refermer. Le dauphin montre gentiment ses nageoires, car son dresseur l'a habitué à se mettre sur le dos. On appelle cela de l'entraînement médical, une technique venue des États-Unis. Tout en leur apprenant à faire des figures, les dresseurs habituent les mammifères à se mettre dans différentes positions pour permettre aux vétérinaires de les ausculter. On peut rester sur le dos comme ça, on pourrait faire une échographie, on pourrait lui faire une prise de sang, et c'est sous forme de jeu. Cette dresseuse habitue son dauphin à cracher pour faire des prélèvements. De la bouche. Celle-ci a montré ses dents. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'ils ne viendront jamais nous dire qu'ils ont mal aux dents. Et donc il faut tous les jours regarder s'il n'y a pas un petit bobo qui commence. Parce que si un jour ils ont vraiment un problème, qu'on ne l'a pas bien vu, qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils ont maigri, on perd du temps, on perd du temps, on perd du temps. Et on perd des chances de bien les soigner. Allez. C'est pour éviter de perdre du temps que ce service de vétérinaire à domicile a été créé en Île-de-France. Urgence vétérinaire, bonjour. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils répondent aux propriétaires angoissés. Oui, docteur Kian, vétérinaire. Donc un labrador de 6 semaines abattu, mange pas. L'activité s'intensifie à partir de 19 h, lorsque les cabinets en ville ferment leurs portes. On va vous rappeler dès que le vétérinaire se mettra en route pour votre domicile. Allô? Oui, Michael, c'est Chantal. Chantal. Tu penses être libre dans combien de temps? Ça y est, là, on vient juste de terminer la première intervention, donc on peut repartir. Qu'est-ce qui se passe? C'est un chat de 13 ans, apathique, miaule bizarrement, se déplace. À l'autre bout du fil, Michael Luxemberg, l'un des 10 vétérinaires en service ce soir-là. Ouais, tout à l'heure. C'est un peu SOS médecin et c'est un peu le SAMU. Vous n'avez pas le gyrophare, vous? Non, j'ai pas de gyrophare et on aimerait bien l'avoir, mais on n'est pas véhicule prioritaire. Pourtant, en une seule nuit, Michael peut faire près d'une dizaine d'interventions. Bonsoir. Merci. Je vous suis? Allez-y. Le malade qui l'attend est un vieux chat. Comment elle s'appelle? Étoile. D'accord. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. Là, elle réagit pas du tout. Est-ce que c'était comme ça toute la journée ou vous trouvez que ça se dégrade? C'est ce soir. C'est vraiment ce matin, elle sautait encore par la fenêtre. Étoile souffre d'une maladie des reins depuis longtemps. Son état s'est aggravé dans la soirée. Michael est pessimiste. Là, son état général est quand même très altéré. Vous en avez conscience? On en est conscient, mais on n'est vraiment pas prêt à la faire piquer ce soir. D'accord. Ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est on fait une prise de sang, on voit combien on est, et en fonction du résultat, on prend une décision soit de la soigner si on peut la soigner, soit de s'arrêter là si on ne peut pas la soigner.
Ça vous convient? Oui. D'accord. Michael les ménage. Mais il y a une autre donnée à prendre en compte. À 13 ans, Étoile est déjà une vieille dame. La plupart des chats vivent entre 12 et 18 ans. Mais la mère a du mal à envisager la vie sans l'animal de sa fille. Pour moi, c'est l'enfance de Léa. C'était le chat qui l'a réveillée dans son lit. C'était une vision de... C'était chouette, j'aimais bien les voir toutes les deux. Jouer avec les pelotes de laine, courir. Enfin, j'aimais bien. Tu sais, Étoile, elle a son caractère assez spécial, elle est plutôt solitaire. Pas vrai qu'on a le même caractère, toutes les deux. Que je râle tout le temps comme elle. Donc, voilà. Puisque les animaux ressemblent aux maîtres, voilà. Ah oui, ça, Deux râleuses. Mais Étoile est trop faible à présent pour râler. Elle ne bouge même pas quand le vétérinaire tente de lui prélever quelques gouttes de sang. J'ai vraiment pas de pression, j'arrive pas à aspirer, mais normalement ça devrait aller. Il vous faut combien? Ça va aller, ça va suffire. Ah, ça va suffire? Oui, j'ai besoin de... Grâce à son laboratoire miniature, Michael peut réaliser des analyses sanguines en urgence. Mais malheureusement, les résultats n'éclairent pas le vétérinaire sur le mauvais état de l'animal. Quoi, on n'est pas sur des valeurs catastrophiques. Donc là, ça explique pas vraiment son état. La gravité de son état. Donc clairement, je pense qu'il y a autre chose et je pense qu'il faut essayer de la soigner. Les analyses révèlent surtout qu'Étoile est déshydratée. Il la met sous perfusion. Tenez, vous me tenez ça comme ça? Mais cela ne suffit pas. Le chat est aussi en hypothermie. Sa température a chuté de 5 degrés. Malgré un calme apparent, Michael sait qu'il doit agir vite. Voilà, clairement, là, il faut que la température remonte, sinon votre chat il risque de mourir. Vous pouvez mettre de l'eau chaude dans une bouteille d'eau Absolument. et mettre une petite serviette autour, ça ferait une bouillotte. Absolument. Faut le faire tout de suite. Votre chat, il a 33 de température, c'est la cata. Le petit chat doit rapidement retrouver une température de 38 degrés. C'est bon? Ouais? C'est bien chaud? Bah, c'est bien chaud, mais je sais pas si... Ouais, très bien. Voilà, mon chat, faut que tu te réchauffes. Faut que tu te réchauffes, faut que tu te réhydrates. Et quand il y a du soin, ça donne de l'espoir, même si c'est vain, il se passe quelque chose, on se dit que ça va peut-être lui faire du bien. Là, il est 22h. Vous Ouais. me rappelez à 23h et vous me dites... voilà. D'accord. Ah, il commence à bouger un tout petit peu. Tout petit peu. Allez, ma belle. Michael part sur une autre intervention, mais très vite, la propriétaire d'Étoile le rappelle. C'est pour vous dire, je crois que mon chat est en train de mourir en fait parce qu'elle a remiolé Ça va et pas là bien. elle bouge plus du tout. Vous voulez qu'on repasse? Pour la piquer Malheureusement. Oui, ça serait bien, oui. D'accord. Je pense que si ça va pas mieux, c'est raisonnable comme décision. Sa propriétaire voulait qu'on tente le tout pour le tout. On a tenté le tout pour le tout, mais c'est vrai que l'état du chat ne s'améliore pas. Donc on va aller voir ce qu'il en est, mais il y a de fortes chances qu'on l'euthanasie. Pour éviter qu'il se mette à souffrir et qu'il meure dans des conditions décentes et qui ne soient pas désagréables pour lui. Il est 23h30 quand Michael retourne au domicile d'Étoile. Toujours. Dans la famille, l'heure est au recueillement. Faut sérieux. On va s'arrêter là. Non, là, elle est au bout du rouleau. Bon, je vais faire une anesthésie très poussée. Et voilà, elle va s'endormir et partir. Je préfère que vous la laissiez là. Vous pouvez la caresser si vous voulez. Allez, elle va partir tout doucement.
J'ai déjà dû faire euthanasier mes animaux. Je sais que c'est voilà, c'est un déchirement, mais la médecine accompagne la vie du début à la fin et voilà, il faut aussi savoir accompagner une fin de vie, et ce qui était le cas là aujourd'hui. Nous sommes à Le Barp, dans la banlieue sud de Bordeaux. Derrière la mairie, à l'abri des regards indiscrets, policiers et gendarmes préparent une opération musclée pour la saisie d'un fauve, détenu illégalement par un petit cirque. Et pourquoi autant d'hommes ? Écoutez, d'une part, un tigre est quand même un animal dangereux, donc on prend un certain nombre de précautions, et ensuite on évite les troubles à l'ordre public éventuellement avec une réaction un peu virulente du propriétaire. Lors de la dernière visite des services vétérinaires, le cirque possédait 2 tigres. L'un des 2 serait déjà mort. L'enjeu ce matin est de sauver le deuxième. Une sacrée affaire ce matin. Non, non, non. Elle est originale parce que c'est la première fois. Ça, je veux dire, en 31 ans de carrière, c'est la première fois que je fais ça. La fondation Brigitte Bardot, représentée par Aline Mahatouk, a été sollicitée pour le placement du tigre. Franck Martin, de la direction des services vétérinaires de la Gironde, attend lui l'autorisation du procureur avant de lancer l'opération. Le temps presse, le cirque peut déménager d'une minute à l'autre. S'il quitte le département, moi je suis compétent jusqu'aux frontières départementales. Toute la procédure qu'on a menée jusqu'à aujourd'hui serait pas caduque, parce que bien sûr il y aura des suites. On se transmet au procureur, mes 3 procédures sont transmises au procureur. Néanmoins, il faudrait redémarrer le travail. Cela fait 6 mois que Franck Martin est sur cette affaire. Il veut donc agir au plus vite. Alors, on fait signer l'arrêté. Le procureur vient enfin de donner le feu vert. Les équipes vont débarquer à l'improviste. T'as sentiment, Patrick, c'est bon? Optimiste? Oui. Oui, je pense qu'il y est pas. Toujours. Tout le monde n'est pas optimiste. Honnêtement, hein. honnêtement, non. je prie pour qu'il soit là, parce que bon, on a mis quand même une machine en route qui est assez lourde. Et il faut espérer que l'animal est là maintenant. À ce stade de l'opération, aucune certitude que le deuxième tigre soit toujours là. Le cirque en question est situé au fond d'un terrain vague, à la sortie du bourg. Vous avez des animaux sauvages? Oui. Vous avez 2 tigres? Oui. On a un tigre, oui. Un tigre? Oui. Qui est dans une cage? Oui, oui, il est là, il est là. Vous n'avez pas d'autorisation? Oui. Donc avec votre accord, on va le saisir. Jusqu'à ce que vous mettiez en conformité avec la loi, monsieur. Oui. De toute façon, vous n'êtes pas surpris ici? Comment? Vous n'êtes pas surpris? Non. Voilà, non, c'est pas comme un... Là, le certificat de capacité, ton frère, Floyd. C'est Floyd qui vient de chercher le tigre. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Écoutez-moi. Il est là, le minou. Il est là, le minou. Écoutez-moi, c'est Floyd qui le récupère. Oui. Il est là. Le deuxième tigre est bien dans sa cage. La propriétaire est nerveuse car saisir son animal, c'est la couper d'une partie de ses revenus. Mais elle ne possède pas de certificat de capacité, lui donnant le droit de le détenir. Voilà, il est pas maigre. Il est pas mal entretenu. Vous voulez voir mon frigo, il est plein. C'est malheureux, mais ça va mal se finir ici. Vous auriez dû le faire, vous emmerdez les gens là. J'emmerde pas les gens, je fais respecter. Non, vous emmerdez pas, vous les enculez les gens. Madame. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais me fâcher, ça va pas aller. Enlevez-vous de là. Allez donc faire vos affaires pour les femmes tuées, les assassins, les enfants, les estropiés. Vous savez que le fait de détenir un animal non domestique sans autorisation est un délit, madame. Oh, quel délit! Et qui est le responsable, là, madame? Parce que je vous entends crier, mais... C'est le curé. Le fils de la propriétaire entraîne un policier à l'écart pour négocier. Je vais vous expliquer. Ouais, Ça, c'est des animaux qui sont pas nés en Afrique, ni en Asie. Ouais, je pense que ça arrive d'élevage. Ni d'un zoo. Même pas en zoo? Non. Ça, c'est des animaux qui sont nés dans un cirque. D'accord. Bon, on est d'accord. Ouais. Bon. Cet animal-là, s'ils le prennent, ou je sais pas où ils vont l'envoyer, bon, c'est un animal que, allez, dans une semaine, voire 10 jours, il sera mort. Madame, vous m'écoutez, s'il vous plaît? Non, écoutez-moi, vous allez m'écouter, vous. Non, je vous pose une question. Parce que moi, je suis une vieille. Moi, je vous dis que ma bête, elle est en bonne santé. D'abord, on sait qu'il va aller la mettre, c'est terminé. Et c'est une bête qui va crever. C'est pas ce que je vous reproche, madame. Je vous explique. Ouais, mais je vous écoute. Comment je pourrais vous expliquer? Quand on prend un jeune qui sort d'une cité, quand on l'envoie en campagne, qu'est-ce qu'il va faire?
il n'est pas dans son milieu. Il n'est pas dans son milieu, L'inverse, il s'adapte. quand on prend, bon, il s'adapte. Bon, un animal, c'est pas pareil. Bon, chauffeur, madame. Ah, les nains, vous ne prendrez pas la remorque elle est à moi. Elle constitue l'objet du délit. Non, elle est à moi la remorque. Faites bien attention parce que ça ne va pas aller. Il y a plusieurs solutions qui vous ont été proposées. On vous a laissé l'animal, on vous l'a laissé en charge, on vous a dit de ne pas le priver de soins, etc. Et vous aviez 2 animaux d'ailleurs à l'époque. Hein. Vous n'en avez plus qu'un maintenant. Il y en a un qui était malade, il le sait d'ailleurs. Mais oui, mais justement. Depuis, l'animal malade a trouvé un remplaçant, moins vif, et pour cause, il est en peluche. Pendant ce temps, Franck Martin, de la direction des services vétérinaires, tente de dialoguer au téléphone avec un autre membre de la famille. C'est parfaitement faux. Il était malade. Il était complètement caché. Il était malade. Et bien quand on est malade, on crève. C'est pas vrai. Vous n'avez aucun traitement et vous n'avez fait venir aucun vétérinaire. C'est parfaitement irresponsable. C'est parfaitement irresponsable. Je suis un menteur. Alors très bien, j'ai un certificat sanitaire d'un vétérinaire expert en fauve. C'est pas vrai. Ne laissez pas parler. C'est l'expert qui a alerté les services vétérinaires sur l'état de santé du 2e tigre malade qui a disparu. Article 1, le type détenu dans l'établissement. Est-ce qu'on peut faire venir un taxi? Même que la remorque dans laquelle il est détenu sont saisis sans délai. Elle peut être là demain. Le tigre saisi et son moyen de contention sont confiés à la Fondation Brigitte Bardot, reconnue elle est belle, Brigitte Bardot. Elle a fait fortune avec son... La remorque cache sera... Franck Martin signifie, comme la loi l'exige, le contenu de l'acte de saisie. Mais la propriétaire ne veut rien entendre. Elle est prête à tout, cette fois, pour empêcher la saisie. Je signe pas, j'ai rien à signer, moi. Vous allez nous laisser tranquille? Attendez que vous envoyez les papiers, les fax. Puisque vous dites qu'on est des menteurs. C'est vous qui êtes un menteur, un menteur de merde. Oh, toi là, tu vas te prendre une chic dans la bouche, toi, tu vois, espèce de petit bâtard. Arrête, allez. Si vous avez l'appareil pour filmer, vous allez bien filmer devant ma gueule que ce monsieur-là, il va avoir 2 morts sur la tête. Et ça, je vais le laisser. Moi et mon mari, on se fait sauter la tête que vous nous prenez nos bêtes, que vous nous empêchez de tout. Et que ma bête n'était pas malheureuse. Ma bête n'était pas malheureuse. Ma bête, l'autre, elle est malade. Il est mort. Il meurt tous les jours des gens. Il n'y a pas que des pauvres bêtes. Vous croyez que dans les eaux, ils n'en ont pas les pertes? Pas par absence de soins. Vous croyez? Non, c'est pas vrai, monsieur. Tout ce que vous m'avez dit de faire, je l'ai fait. Pourquoi qu'ils se cachent, là, alors? Moi, je vous dis que vous allez faire des morts. Vous nous prenez nos animaux, vous nous empêchez de travailler. Vous êtes injustes. Mais ça ne va pas vous porter bonheur. Vous allez avoir des morts sur la tête. Et moi, je peux vous dire que vous allez crever. Et vous allez crever dans les pires souffrances qu'il va y avoir. La direction des services vétérinaires n'est pas équipée pour transporter le tigre. Alors, conformément à la loi, elle saisit le fauve avec sa roulotte. Oui. Non, non, vous attendez 5 minutes, monsieur. Non, on démarre les opérations. Non. La propriétaire de l'animal tente une dernière négociation. Viens voir m'aider là, bon à rien. Vous auriez remué votre con, on n'en serait pas au point qu'on est là. Vous êtes tous des bons à rien, des peureux. Cette fois, la propriétaire assiste impuissante à la saisie. La direction des services vétérinaires de la Gironde emploie les grands moyens. Elle a loué les services d'un transporteur pour embarquer la roulotte avec son pensionnaire. Les autorités veillent jusqu'à la dernière minute à ce qu'aucun membre des gens du voyage ne suive le convoi. Au moins une dizaine d'heures de route avant de rejoindre le zoo qui a accepté d'offrir ses soins et un ultime refuge à l'animal. Le voyage peut réserver encore bien des surprises. Ces saisies d'animaux sauvages sont exceptionnelles. La détresse animale, ce sont avant tout les vétérinaires en cabinet qui y font le plus souvent face. Paris, face au cirque d'hiver. Le siège du centre hospitalier vétérinaire Kupfer. Ce matin, il y a embouteillage dans la salle d'attente. Mais chiens et chats devront patienter avant d'être reçus par leur vétérinaire attitré. Bonjour. Le docteur Kupfer a bouleversé l'ordre de ses consultations pour une urgence un peu particulière. Dans cette boîte, Tadeusz, un perroquet qui la veille a heurté violemment un obstacle et s'est brisé une patte. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit alors après. Carrément. Oh bah, c'est un truc angoissant quoi. Il ne parle plus. Il n'a plus dit un mot, mais pas un mot depuis son accident. C'est dingue. C'est une patte pour un rat, pour un cacatoès ou un haras, c'est catastrophique quoi. C'est une main pour eux. Ils peuvent faire de l'ordinateur, ils peuvent répondre au téléphone, ils mangent à la main. Ils peuvent pas manger sans la main. Sur les perroquets, il est quand même conseillé d'opérer assez vite. Ah oui.
parce que ça se transforme malheureusement vite en fracture ouverte, ce qui complique un peu les choses, donc là il ne faut pas traîner trop longtemps. Pour effectuer la radio, le docteur Kupfer doit d'abord fixer une attelle sur la patte de Tadeusz. Attends, mon bébé. Attends. Attention, oh là là. Vous êtes prêts? Voilà, ça y est, moi je suis prêt. Oh les beaux yeux. Oh les yeux bleus. Jess. Oh les beaux yeux. Viens, s'il te plaît. Les beaux yeux. Oh là là là. Attrape-le, voilà. Hop. Deuxième étape, endormir l'animal dans cette boîte à l'aide d'un gaz soporifique. Tadeusz. Voilà. Ouais, et papa va s'en aller d'ailleurs. Mais quand papa n'est pas là, Tadeusz n'en fait qu'à sa tête. Le perroquet finit quand même par s'endormir. Ça se présente à peu près comme prévu. Donc il y a une très jolie fracture ici. Donc on va avoir des soucis pour mettre une broche intra-osseuse. On va être un petit peu plus embêté avec cela. Hop là. Ne pas se vautrer dans l'escalier. On va y aller en vitesse. L'anesthésie devrait durer une quarantaine de minutes. Tadeusz est maintenant prêt à subir une intervention chirurgicale de haute précision. Pour ça, le docteur Kupfer a fait venir en urgence un spécialiste, le professeur Moissonnier. L'opération s'annonce délicate. Il va devoir poser 6 broches sur le fémur d'un perroquet dont l'épaisseur dépasse à peine 2 cm. Il s'est pas loupé. Il a bien cassé son os. Ah oui, ça, pour être cassé, il est cassé. Pour sauver l'animal, le chirurgien qui a posé ces broches s'apprête maintenant à les fixer avec de la résine. Il n'aura droit qu'à un seul essai, en 2 minutes maximum. Donc c'est un ciment acrylique qu'on va utiliser. Ça sent très mauvais. On s'en fout, on a un masque, nous. Une fois qu'on a le mélange, eh ben, on chronomètre et on est patient. Le principe, c'est de ne pas manipuler le ciment tant qu'il colle au doigt. Bon, il est prêt, ton polymère? Le polymère est mélangé, donc là, il est homogène. Et donc, il reste... Combien? 1 minute 10 de contact. 1 minute, d'accord. 1:40. C'est joli. 2. Bien sûr que c'est joli ce que j'ai fait. Ah, bah oui, mais c'est que je prenne cette alors. Tu ne bouges pas. D'une oreille. Merde. La résine doit être posée avant d'atteindre la température de 90 degrés. Au-delà, elle n'est plus manipulable. Ça chauffe un peu là peut-être. L'eau froide permet de ralentir la réaction chimique. Elle est déjà polymérisée. Bon, je commence à être un peu humide, moi. Ah, bleu ou jaune? Jaune. Ah, jaune, c'est pas mal. L'opération s'est bien déroulée. Tadeusz a même droit à un pansement personnalisé. Acheter. Ça c'est d'une classe. C'est d'un chic. La patte du haras devra rester immobilisée au moins 2 mois. Reste à passer une radio avant le réveil de Tadeusz. Il faut vérifier que les broches sont bien en place. Hop, c'est quoi ça? Hop, on le remet en position. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est parfait. Entre-temps, le propriétaire du perroquet s'est à nouveau invité en salle de radio pour assister au réveil de son animal. Attention, parce que on va peut-être le remettre direct là-dedans. Ça tient ouvert comme ça. Ça y est, la radio est faite? Oui, la radio est faite. Et alors? Bah, on l'attend. Ah bah, attends, faut peut-être attendre la radio pour le remettre. Oh, ça va aller. Petite mamounette. Vous êtes content alors? Oui, je regarde, oui. Et la radio, on l'a dans combien de temps? Là, tout de suite, on devrait l'avoir. La radio doit être prête. Ça, c'est de la radio. Pierre, c'est parfait. Bon. C'est parfait. Pas tout à fait, car Tadeusz ne se réveille pas. Ils ont une ouïe tellement fine. Le docteur Kupfer a bien du mal à dissimuler son inquiétude. Et qu'est-ce qui nous embête, lui, maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est papa, Tadeusz. Tadeusz. Ah, il a décidé de dormir un petit moment, lui. Voilà, ouvrez monsieur, facile. Voilà.
Merci. Aussi, c'est un réveil normal. Voilà, c'est pour ça qu'il faut l'enfermer. Ah, mais je suis content. Je préfère qu'il fasse. Voilà, mais oui, mais c'est. Ah. Le réveil était un peu spécial. Ah non, tu laisses mes doigts tranquilles. Mais non, ça va. Ouais, anesthésie. Ah, comme quoi est une chance à part entière. Ça va le crapaud? Oh, ça va très bien. Ça va très bien. Tadeusz est tiré d'affaire. Il pourra de nouveau se nourrir tout seul. Mais sauver ce genre d'animal a un prix. L'opération a coûté 1 500 € à son propriétaire. Le tigre saisi ce matin par la direction des services vétérinaires de la Gironde est attendu avec impatience par l'équipe du zoo de Saint-Martin-de-la-Plaine, près de Lyon. L'animal a-t-il bien supporté le voyage? Le chauffeur a-t-il été suivi par les gens du cirque? Ça va? On a fait bonne route? Oui. Mais la fin, c'est un peu compliqué quand même. 11 heures de route sans incident. Les gens du voyage chez qui le tigre a été saisi n'ont visiblement pas suivi le convoi. Mais la police reste sur ses gardes jusqu'au bout. Jean-Christophe Girard, le vétérinaire, est lui plus préoccupé par l'état de santé du fauve. On va peut-être pas tout ouvrir. Non, mais on ouvre. Il est là, ok. Bon, il est là. C'est mal, bon, ça va, il est quand même pas... Non. Donc là, on peut soulever en dessous, hein. Ouais. Parce qu'il a rien à boire. Il y a une ouverture avec une trappe, avec une poignée de trappe. Depuis 1 an et demi, on a récupéré plus de 50 singes déjà. Et là, ça va être le premier félin que nous accueillons. Ah oui, donc c'est une première pour vous. C'est une première. Une première surtout pour Pierre Tivillon, le propriétaire du zoo de Saint-Martin que Christophe rassure immédiatement. Oui, on lui a mis à manger et à boire, mais il a volé la gamelle et puis il s'amuse avec. Donc, mais il a bu et il a mangé un petit peu. Bon, je coupe la radio. Dis bonsoir à tout le monde de ma part. À demain. Des bisous à DJ. Pourquoi est-ce qu'il parle doucement? Parce que là, il dort avec les gorilles, donc elle nous embrasse. Parce que le gorille a le sommeil léger. La particularité du patron du zoo, c'est qu'il élève chez lui 2 gorilles. Le tigre va passer sa première nuit sur le parking. Fin de ronde pour la police. Pour l'instant, le vétérinaire décide de mettre l'animal au repos. Voilà, tout est bon, on va laisser le tigre comme ça et puis on va aller se coucher. Et on continuera demain matin. Ok? Merci à tous et puis bonne nuit. Et dans quelques jours, notre tigre subira un examen complet. 3 jours plus tard, nous retrouvons Jean-Christophe. Comment va le tigre? Le tigre va bien, depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas eu de soucis. Là, ça fait quelques jours qu'il est à Saint-Martin et puis tout va bien. Il mange bien, il se porte bien. On lui avait agrémenté un petit peu son enclos pour le moment. Aujourd'hui, Jean-Christophe prépare une visite médicale qui va lui réserver quelques surprises. Mais avant de manipuler le fauve, endormir l'animal s'impose. Il remplit 3 flèches d'anesthésiant, plutôt qu'une seule. Il ne faut pas qu'il se réveille pendant les manips, parce qu'un tigre qui se réveille alors qu'on est en train de le manipuler, c'est toujours très dangereux. Mais une trop forte dose peut tuer l'animal. Alors le pépère, comment il va? On va le fermer tout de suite si on peut. Le tigre est la vedette ce matin. Allez. L'équipe du zoo vient lui rendre visite, allez, on y va. Accompagnée du patron. Bien. Comment tu vas, toi? Oh, il est pas vilain, il est pas maigre. T'as dû avoir une journée difficile, mon gars. Pierre Tivillon vient accueillir son nouveau pensionnaire. Mais il s'écarte très vite, car il ne supporte pas de voir un animal sauvage en souffrance. Pourquoi vous disiez c'est triste? Ben, c'est triste de voir un animal qui fait des 100 pas. S'il fait les 100 pas, ça signifie quoi? Les mouvements stéréotypés sont des situations classiques d'animaux qui stressent, qui s'ennuient, qui n'ont pas les conditions de vie normales. Ça veut dire, regardez bien ses pieds, il fait sans arrêt les mêmes gestes au même endroit. Moi, cela m'afflige complètement. Dans cette cage, l'animal effectue une moyenne de 4500 allers-retours par jour, autrement dit pas moins de 45 km. Là, à cet endroit, là, la patte arrière tourne à cet endroit. Tout le temps, la patte tourne à cet endroit. C'est un mouvement qui est complètement calculé, voilà, sans arrêt. Voilà.
Bon, vous le gâtez. Hein. Voilà, je ramène la sarbacane. Une sarbacane va servir à endormir l'animal. Mais il faut d'abord faire diversion. Et c'est parti. C'est bon. Une fois plantées, les flèches sous pression vont injecter automatiquement le produit anesthésiant. Christophe ferme le rideau pour isoler l'animal et lui éviter tout stress. La manipulation n'est pas passée inaperçue. Elle a attiré l'attention d'autres pensionnaires. Ça va tam-tam. 10 minutes plus tard, le vétérinaire revient, mais cette fois pour entrer dans la cage. Non, il est bien là, il respire bien. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours le risque que l'animal se réveille. Jean-Christophe s'est quand même ménagé une porte de sortie. Faut pas toucher ce bout de bois. Faut pas toucher le bout de bois là, qui est la sécurité de la trappe ouverte. Sinon, on reste coincé. Sinon, on est coincé dedans, ouais. On va commencer à amener le matériel par là. Jean-Christophe et son équipe disposent maintenant d'une demi-heure pour effectuer un examen complet de l'animal. Bon, a priori, il n'y a pas de puce électronique. Le fauve n'est donc pas répertorié. Allez, on va prendre une photo là, donc on voit sur ce côté. Donc là, il a un croc qui s'est cassé, ouais. Donc l'animal a été donc dégriffé à l'avant. Donc ça, c'est non, c'est plus autorisé. C'est considéré comme une amputation. Autant de signes de maltraitance. Il a l'estomac vide puisqu'on l'a mis à jeun. C'est vrai que c'est un animal qui est fin, on voit les cuisses, il n'y a pas beaucoup de muscles, il n'y a pas beaucoup de muscles sur les hanches, il est très fin. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette cage? Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait, il regardait les heures tourner sur la journée, il faisait pas grand-chose, quoi. Dernière étape, la pesée du fauve. Un tigre de cette espèce en bonne santé peut peser jusqu'à 300 kg. 133. On va le laisser tranquille. Et puis, dans son dossier médical, le fauve a trouvé une nouvelle identité. L'équipe du zoo de Saint-Martin l'a baptisé Tigrou. Là, il se réveille doucement, là on voit qu'il commence à cligner des yeux, il a quelques réactions qui sont signes de réveil. Pierre Tivillon est le fondateur du zoo de Saint-Martin-de-la-Plaine. Il se bat sans relâche depuis plus de 40 ans pour la sauvegarde des animaux sauvages et quand les conditions sont réunies, pour leur réinsertion en milieu naturel. Et il a une petite préférence. Donc ça c'est ma cage à moi, mais je ne l'habite pas sans arrêt. Avec mes compagnons. L'aventure de Pierre Tivillon a débuté avec l'histoire d'un petit gorille du nom de Digi. Il l'a recueilli à l'âge de 3 mois suite au rejet dont il était victime au sein de sa tribu. Aujourd'hui, Pierre vit avec lui dans le zoo dont il est devenu le plus fervent gardien. Je disais que si vous continuez à faire chier le monde, ça va barder. Il a fait de son zoo une terre d'accueil pour permettre aux animaux saisis d'échapper à l'euthanasie, faute d'infrastructures pour les héberger. Les autorités, l'Office national de la chasse, les DSV, etc., ont, à leur dire, des dizaines de félins détenus illégalement en France. Si des gens ne sont pas en règle, ce n'est pas mon problème. Si des gens ne respectent pas la loi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de m'occuper d'animaux. Parce que qui est capable aujourd'hui de prendre un tigre en charge dans une caravane de cirque, de le déplacer sur 500 km, de l'installer dans des conditions acceptables? Il n'y a qu'un parc zoologique. Mais pourquoi vous lancez là-dedans? Mais parce que c'est des animaux qui sont en danger. C'est tout. Tigrou s'est bien réveillé. On bouge un petit peu, pépère. Allez, c'est bien. Allez, on se lève. Allez. Allez, on va te laisser tranquille. Dans quelques semaines, quand les nouveaux locaux seront prêts, Tigrou trouvera sa place parmi les autres félins du parc zoologique.
C'est sur l'île de Nantes que se trouve un des plus grands centres hospitaliers vétérinaires de France, le centre Atlantia. Ici, plus d'une vingtaine de vétérinaires, dont la moitié sont des spécialistes, accueillent 24 heures sur 24 toutes les formes d'urgence. Ce matin-là, rien de grave. Il a un petit bobo à l'œil. Il a un problème urinaire. Il a un petit peu de cataracte. Là, on va aller lui limer les molaires derrière, puisque ça l'empêche de manger. Ce centre hospitalier a été conçu sur le modèle des grands hôpitaux anglo-saxons. La salle des soins fait face au bloc opératoire, une disposition efficace pour la prise en charge immédiate des cas les plus graves. Préparer la salle d'opération. Là, je nettoie. Donc là. Une urgence vient d'arriver. Rocky, un berger allemand, est au bord de la crise cardiaque. Il doit être opéré immédiatement. Allez-y, allez-y, allez-y. Il a un épanchement du liquide autour du cœur qui empêche le cœur de fonctionner normalement. On l'a déjà ponctionné sous échographie, mais ça revient rapidement. Et là, on va être obligé de lui faire une fenêtre dans le sac du cœur pour éviter que ça lui comprime le cœur et qu'il peut en décéder en fait. Et l'aspiration ? Il y a quelques années, ce type d'intervention aurait nécessité une chirurgie très lourde. Mais les mini-caméras ont révolutionné les opérations cardiaques. 2 tubes ont été rapidement introduits dans la cage thoracique de l'animal jusqu'au niveau du cœur. L'un pour la caméra, l'autre pour les instruments chirurgicaux. Donc là, on voit le cœur et le liquide qui est dans le cœur. Des bruits de phoques, ça fait plus cher aujourd'hui. Le docteur Billet ne croit pas si bien dire. Une nouvelle urgence vient d'arriver à Atlantia. Une équipe de soigneurs d'Océanopolis a parcouru 400 km depuis Brest pour tenter de sauver un jeune phoque. Le docteur Rizzi prend en charge l'animal. Donc il y a une otite à droite depuis 3 mois, il a vomi il y a 10 jours et il mange plus depuis. Là et avant il mangeait, oui, il y a eu ici. Il mangeait 2 kilos de poisson à peu près. Le docteur Kolb, responsable des urgences vétérinaires, effectue une échographie pour explorer son système digestif. C'est pour ça aussi qu'on met des ganglions. Pour l'instant, on voit énormément d'air. Pour l'instant, un transit qui se fait pas bien. On voit il y a énormément de gaz, des anses digestives qui sont dilatées avec un contenu liquidien et aérique, mais on voit pas de corps étranger, alors échographiquement visible. Échographiquement, je n'ai pas de signe d'occlusion. D'accord. Ok. On fait comme ça. On le remet là-bas sur le plateau. Combien de temps il peut rester dans cet état ? Ah oui, c'est quelques heures ou quelques dizaines d'heures. Et il n'est pas encore en état de choc en tout cas, donc on a encore un peu le temps d'explorer plus loin. Si tu es en état de choc, on l'ouvre tout de suite. Le temps compte, oui. L'état de choc que redoute ce vétérinaire, c'est ce moment où l'animal sombre dans le coma. C'est à partir de cet instant que sa vie est réellement en danger. Le phoque est gavé d'un produit opacifiant pour évaluer à la radio si son tube digestif est réellement bouché. Voilà, parfait. À ce stade du diagnostic, difficile d'évaluer l'état de souffrance de l'animal. C'est pas l'estomac qui est énorme et monstrueux. Ouais, vous pouvez venir voir. Bah, c'est son foie et sa graisse autour. L'estomac est normal. Là, on a un moule vraiment de la paroi de l'estomac, donc il fait que ça et je suppose que c'est une taille normale. D'accord. Oui, mais il faut en faire d'autres. Oui, on va faire sur, même sur 3-4 heures. Ouais. On va voir si ça passe. Je vais reprendre l'autre radio. On n'a pas trouvé grand-chose pour l'instant et en fait, on n'avance pas beaucoup. On sera optimiste quand il y aura un diagnostic qui sera vraiment bien posé et puis voilà, on saura quel traitement il peut y avoir par la suite, quoi. Au même moment, l'opération du berger allemand touche à sa fin. Alors, comment ça va ? Ah ben ça y est, donc on a terminé, on est en train de le refermer. Ça s'est bien passé, on a réussi à faire ce qu'on voulait, on est content.
Vous voyez là, la cage thoracique elle est intacte, on n'a fait que 3 petits trous par lesquels on a mis la caméra. On n'a pas eu besoin de lui ouvrir le thorax et c'est quand même mieux pour les animaux pour ne pas qu'ils aient mal en post-opératoire. Il a pu se faire une vieille fracture qui a pris en masse et qui s'est cicatrisée, ou alors c'est une arthrite avec du pus qui vient de son oreille par exemple. Pour l'instant on ne peut pas savoir si ce n'est aussi le scanner. Donc si on le passe au scanner, on fera la tête et puis on fera la queue aussi. Pour autant faire, on aura les images qu'on veut. Le phoque va devoir attendre jusqu'à demain pour son scanner. On va rester à Nantes, puis on verra demain matin dans ce cas-là. La suite, ouais, non, on va pas faire la route. Donc en fait, en qualité de soigneur, vous suivez l'animal? Ben oui, de toute façon, tout à fait, oui. On est responsable de l'animal, on va rester avec lui jusqu'au bout. Après une journée mouvementée, les urgences retrouvent enfin un peu de calme. La nuit commence pour nos pensionnaires, loin de leur maître. Mais l'inactivité est de courte durée. Donc vous êtes en campagne, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, elle respirait vraiment très mal. Elle n'ouvrait pas la bouche, on pouvait pas. Donc vous l'avez laissée promener, elle a pu... On l'a mis dans le panier, et puis là, elle a vomi dans la voiture. Ok. Je prends la température vite fait. On va faire un radiothorax tout de suite pour voir ce qui se passe. Hein. Ok, parfait. Elle est en hypothermie. Hein. Elle est à 37,4, hein. Elle est un peu froide. Donc je vais la prendre pour faire la radio. Et je reviens tout de suite, hein, madame. Ok. C'est comme si. On le tourne. Hop, sur le côté. Oh, ça va, ça va. Toi, tu penses que c'est un gland? Ouais. Elle les casse avec ses dents. On en retrouve plein partout dans la maison. Ah, il la connaît bien, hein? T'es inquiet? Oui. Oui? Mais t'as quand même confiance dans la vétérinaire? Hein? Elle va faire du bon travail? Oui. La vétérinaire est restée réservée sur son diagnostic devant l'enfant, mais les résultats de la radio confirment ses craintes. Pour l'instant, je vois un pneumothorax ici. Ici, on voit aussi des opacifications, donc ça, c'est signe d'hémorragie pulmonaire. Hein. Autrement dit, le bilan n'est vraiment pas bon. Le petit Westy est dans une phase critique. Pour l'instant, notre plan, c'est de le mettre en cage à oxygène. On va mettre de la morphine aussi contre la douleur et la déstresser en même temps. Et après, comme je vous ai dit, je vais faire un contrôle thorax pour revoir si elle est plus calme et une écho pour voir s'il y a une hernie. Alors, vous pouvez aller la voir. Elle est mieux au niveau des muqueuses, ils sont plus roses. Donc là, on la laisse. Appelle demain matin, ok. Je vous accompagne. Merci. Bonne soirée. Si la vétérinaire de garde s'est retenue d'être alarmiste devant l'enfant, c'est parce que les signes ne trompent pas. Le petit Westy est très mal en point. Ici, la nuit a été courte. Ce matin, la priorité chez Atlantia pour le docteur Rizzi, c'est notre phoque, emmené la veille en urgence de l'Océanopolis de Brest par ses soigneurs. Qu'est-ce que vous faites? On va réhydrater un petit peu l'animal. Le phoque est toujours aussi apathique, mais pas encore en état de choc. Grâce à l'équipement haut de gamme du centre hospitalier, il va pouvoir bénéficier d'un scanner avec un appareil de dernière génération. C'est l'ultime espoir pour l'équipe médicale d'Atlantia d'établir un diagnostic définitif. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il souffre d'une otite. Le vétérinaire veut explorer de ce côté-là. Eh bien, gros pépère. Le phoque, lui aussi, a droit à sa dose de tranquillisant pendant l'examen. Parce qu'il va réagir, il faut gazer. Tu prends le masque, je suppose. Ouais, tu mets un... Oublie plaquer le masque, la tête dedans. De l'autre côté de la porte, l'état du Westy s'est aggravé. Seule une intervention chirurgicale peut lui sauver la vie, mais la propriétaire n'est pas joignable.
Or, l'opération ne peut pas se faire sans son accord, c'est la loi. La vétérinaire va finalement réussir à la joindre à son travail. Bonjour madame, je suis le docteur Kolb du centre hospitalier vétérinaire. On lui a passé une petite échographie au niveau du thorax et en fait on a une rupture du diaphragme, ce qu'on appelle une hernie diaphragmatique. Et le traitement il n'est pas seulement médical, il est surtout chirurgical. Et donc là on est prêt à opérer si vous nous donnez votre accord, sachant que on ne peut pas faire autrement que ça. Si on veut vraiment le guérir, là il faut l'opérer urgemment. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ? Vous pouvez venir là cet après-midi rapidement? Non, mais je vous attends, de toute façon, je vous attends, d'accord? Allez, à tout à l'heure, madame. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la dame a 4 enfants, que financièrement, elle ne peut pas se permettre d'opérer ce chien-là, et que ce chien-là a besoin d'une opération, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser dans cet état-là. Il a énormément de mal à respirer, et si on ne l'opère pas, il va mourir de sa hernie diaphragmatique. Donc là, c'est un cas un petit peu embêtant. Vous avez bien dormi cette nuit, docteur? Pas trop, non. Pourquoi? On s'inquiète quand même pour le phoque, donc ça... On a tous cogité un peu à ce qui pouvait lui arriver. Voilà, va sur le dos. Voilà. Hélène, on est bon pour le phoque, si tu peux venir. Le docteur Kolb rejoint la salle du scanner. Tous attendent son diagnostic et le résultat ne se fait pas attendre. Les cavités nasales au milieu, là, qui sont très étroites, hein, très étroites. Donc la cavité de gauche, c'est-à-dire son oreille gauche, c'est un grand trou noir, plein d'air, et la droite est pleine. Son tympan est percé et le pus est rentré dedans. C'est un animal qui doit vraiment avoir mal et puis qui donc a une infection qui traîne et qui est susceptible vraiment d'aller dégénérer et d'infecter d'autres organes par ailleurs. Normalement, en fait, on ouvre l'oreille pour faire une fenêtre quand on casse cet os. Et avec une genre de petite cuillère, une curette, on va enlever le pus physiquement. Le docteur Rizzi avait vu juste. L'otite a provoqué une grave infection qui s'est répandue dans tout le corps de l'animal et a même commencé à attaquer les os. Donc là, il a quasiment plus d'articulation de la hanche gauche. À 6 mois, ça fait tôt quand même. À 6 mois, ça fait très tôt. Ça peut pas être de l'usure, d'arthrose ou de choses comme ça. C'est donc forcément quelque chose qui est infectieux. Ouais. Il est sorti d'affaire, docteur? Il n'est pas sorti d'affaire. Il est sorti des examens. Mais alors maintenant, il va falloir gérer une grosse infection assez généralisée sur un animal qui ne mange plus en plus. Donc ça ne va pas être gagné. Attends, je te soulève. Vas-y. Voilà. Et puis une aussi. Bon, bah voilà, on le réveille tranquillos, on a tout, on a fait vraiment tous les examens, donc là, on va tout miser sur les médicaments, et si ça va pas, bah, limite, on tentera le tout pour le tout, et on tentera une opération en se disant que, bon, on verra si ça passe ou pas. Il y a quand même un risque de septicémie qui existe. Oui, là, il est déjà, on dit en bactériémie, c'est-à-dire que les bactéries sont dans le sang. Quitte à refaire un scanner de contrôle, par exemple, dans un mois, ça vaudrait le coup d'aller voir cette bulle. Il n'y a aucune fracture, il n'y a aucune arthrose vu son âge. C'est que de la liste. Retour à Brest, où le phoque a reçu un traitement pour soulager ses souffrances. Mais quelques semaines plus tard, il décédera d'une seconde infection. Le petit Westy a finalement été opéré. Il en allait de sa survie. Donc la chirurgie s'est bien passée et elle se réveille, on l'a laissée dans la cage à oxygène, mais pour l'instant ça se passe comme espéré. La propriétaire vient d'arriver avec ses 4 enfants. Bonjour. Le docteur Kolb la reçoit pour lui expliquer la situation. Donc nous, ce qu'on a fait, on l'a opéré. On l'a opéré gracieusement dans le sens où c'est pas gracieux, c'est-à-dire que je vais pas vous facturer ça.
Sincèrement, c'est pas un problème financier, c'est que je suis pas capable de m'en occuper. J'ai 4 enfants de moins de 11 ans, je travaille à temps plein, j'ai une maison de 170 mètres carrés, un mari qui est plus là, et je suis pas capable, j'ai pas surveillé hier. En fait, ça fait 1 semaine que je surveille plus ce chien. Afin de trouver une famille, on ne pouvait que le rendre en bonne santé pour qu'il trouve une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je trouve pas de famille, quand je fais lundi, j'en sais plus. C'est 3 semaines que je vis plus. Je souhaitais vous proposer, étant donné que vous ne pouviez plus prendre en charge cet animal-là, c'est de nous le céder, de faire comme si on était les propriétaires, et nous on va se charger de trouver quelqu'un. Oui. Dans ce cas-là, je veux bien payer l'opération, c'est pas ça. Si vous me trouvez une famille pour ce chien, mais c'est tout ce que je lui souhaite, quoi. On va lui offrir une deuxième vie, en quelque sorte, et on va essayer de trouver quelqu'un pour lui. D'accord? Il y a juste ses enfants qui veulent lui dire au revoir. Ouais. Je me sens nulle. Depuis, l'animal a été adopté par une famille vivant sur l'île de Jersey. Si la plupart des cas d'urgence animale sont traités dans les cliniques et les hôpitaux vétérinaires, certaines détresses animales nécessitent l'intervention de vétérinaires itinérants. Je vais t'envoyer dans le 5e. C'est pour une misba. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Ok, c'est un chihuahua de 3 ans, femelle. Alors oui, c'est une misba depuis quelques temps. Il y a 4 chatons qui sont sortis, dont un mort. Oui. Un qui est en détresse respiratoire et l'autre apparemment il est sorti en chaise et il a du mal quoi. Je te l'envoie. D'accord. Beaucoup de ces urgences sont réglées par téléphone. Les vétérinaires ne se déplacent que dans les cas délicats et parfois cela réserve quelques bonnes surprises. Le docteur Marie-Christine Calais vient de prendre un appel pour une urgence située dans le centre de Paris. Elle fait partie de l'équipe permanente des vétérinaires à domicile qui effectue près de 15 000 interventions par an. Ce soir, elle va assister une chienne qui peine à finir sa misba. Et pour les propriétaires, l'événement est particulièrement attendu. Voilà, alors moi, on en avait compté 6. Mais en fait, il y en a 5 qui sont nés. Il y en a un qui doit en cacher un autre, c'est comme les trains qui se croisent, mais... Ah, Paul, c'est la 6e. Voilà. Tenez, vous avez... Dès l'arrivée de la vétérinaire, un 6e petit chihuahua a fait surface. 6 bébés, un record pour la maman. La moyenne, ce serait plutôt une portée de 3 chiots. Elle s'est bien occupée de ses bébés, non? Pour l'instant, ben non, on a dû les mettre dans le sac de voyage parce qu'elle refusait de les nourrir. Voilà, impeccable. En attendant que maman chihuahua reprenne des forces, la vétérinaire improvise une petite couveuse pour réchauffer les bébés. Mais la famille est-elle vraiment au complet? Marie-Christine fait un dernier examen du ventre de la mère. Et là... Bah... il y en a encore. Il y en a encore? C'est effarant, ça. Incroyable. Ouais, c'est quand même bizarre, ça. Non, il y en a un petit, là. Dis donc, c'est... Ouais, ça en fait 7, du coup. Pour lui donner la force de mettre bas ce 7e petit chihuahua, le docteur lui injecte un cocktail de vitamines. Bien travaillé. En cuisine, on lui prépare également une petite collation. C'est pour lui donner de l'énergie, parce qu'elle a bien travaillé. Mais un quart d'heure plus tard, toujours pas de 7e chihuahua. Non, en fin de compte, non. C'est l'utérus qui faisait une boule, là. Et là, il commence à se rétracter. Ah, donc c'est voilà. Donc c'est bon. Dernier, bon. Voilà, non, c'est ce que je craignais. Je regarde quand même, parce que là, ça a bien diminué maintenant. Je vais débarrasser. Et tu apportes la bouillotte? Oui. Il est temps pour maman chihuahua de créer un lien avec sa petite famille, qui peut maintenant passer à table. Voilà, ils ont déjà parti à téter. Le marron clair, c'est le dernier. Oui, c'est le petit dernier. Hein.
Et le père est de quelle couleur? Le père, il est là. Là. Voilà le père. Ouais. On a 3. C'est lui qui a fait les radios, qui a fait l'échographie, donc c'est lui. Docteur, merci beaucoup. C'est à gauche, oui. Bon, bah, bonne soirée. Merci beaucoup. Puis, merci beaucoup de votre... Vous n'allez peut-être pas dormir tout de suite. Vous êtes déplacé en tout cas. Non. Voilà. Les urgences s'enchaînent jusqu'au petit matin. En une nuit, le docteur Calais a soigné la trachéite d'un chien, la patte d'un chat à parachute, les reflux gastriques d'un petit boxer et quelques autres petits bobos. Les vétérinaires à domicile interviennent toute l'année sur Paris et l'Île-de-France, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme le docteur Luxemberg. Leur pic d'activité, c'est après 19 h, quand les cabinets basculent leur standard sur l'équipe de Vetadom. La plupart des interventions permettent de prodiguer des soins de première nécessité aux animaux en détresse et quelquefois même de les sauver. Mais dans 5 % des cas, l'urgentiste fait face à une situation délicate. L'animal en fin de vie. Le docteur Luxemberg doit alors trouver les mots, faire les bons gestes et gérer au plus vite la souffrance de l'animal et parfois celle du propriétaire. Et il y a 3 jours, j'ai appelé mon vétérinaire, parce qu'on est juste de passage là. Mais là, elle se vide de chaque côté et puis bon ben. D'accord. Tenez, on va elle pleure. Oui. Loli. Toc. Voilà. Je me lève 3 fois la nuit pour la faire pipi. Oui. Alors bon ben là, depuis 2 jours, elle s'écroule. Elle s'écroule. Après, bon, elle a 15 ans. Voilà, je sais. Bon. Qu'est-ce que vous attendez de moi, sachant que elle a quand même un gros problème cardiaque. A priori, elle est plutôt sur la fin. Elle respire vraiment difficilement. Elle a son cœur qui a vraiment du mal. Soit on se dit que malheureusement. J'aurais voulu qu'elle soit hospitalisée avant. D'accord. Bon, je sais que c'est la fin de toute façon. Je m'attends pas. Je sais qu'il y a une clinique à Levallois. Il y a une clinique à Levallois. Oui. Vous voulez qu'on emmène là-bas? Il n'y en a pas une plus près? Je peux essayer de regarder. Donner son accord pour faire partir le compagnon d'une vie est une épreuve psychologique très lourde. Surtout quand la décision doit être prise en quelques minutes. C'est le vétérinaire. Dans d'autres cas, face à la souffrance de l'animal, l'euthanasie peut être vécue comme un soulagement pour les propriétaires. Donc, allez-y, expliquez-moi un petit peu. En gros, il y a un vétérinaire qui est passé déjà ce matin. Oui. C'est le docteur Létard. Une dame. Les analyses, là, sont vraiment pas bonnes. Sont pas bonnes. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez qu'on l'endorme? Oui. Bon, vous avez pris votre décision, vous êtes sûr de vous? On a pris notre décision, on aurait dû la prendre ce matin même. D'accord. Bon. Attendez. Oui, elle est dans la salle de bain. Tenez, Vous allez voir par vous-même, Je vous explique comment ça va se passer. On va faire 2 injections. La première injection, c'est une anesthésie. Donc on l'endort. Une fois qu'elle dort, je lui fais une 2e injection et là, c'est terminé. Vous faites sur la table? Comme vous voulez. Si vous voulez, on la laisse là, comme ça, on l'embête pas. Et sur le lit? Non, parce que sur le lit, on ne voit pas clair d'abord. Là, on est sur un stade vraiment terminal avec un animal qui mange plus, qui est complètement amaigri, qui vit plus. Et c'est vrai que dans ces cas-là, malheureusement, la meilleure solution, c'est souvent de s'arrêter là. Bon, on va lui préparer la piqûre. Le couple de retraités ne revient pas sur sa décision. Il veut mettre fin à la souffrance de son chat. À bientôt. De son côté, la propriétaire du Yorkshire veut encore croire qu'une hospitalisation sauvera son chien. Dis-moi, là, je suis à Ivry.
Donc la petite chienne est vraiment mal, elle respire très mal, elle est cardiaque, elle a de l'œdème. La dame souhaiterait qu'elle soit hospitalisée. Ok, bon, ça marche. Alors, en gros, bon, la clinique de Levallois est très bien, si vous voulez. Par contre, voilà, c'est à l'autre bout de Paris. Oui. Sinon, la clinique la plus proche, c'est à Villejuif. Villejuif. Donc c'est pas très loin d'ici. Elle est bien celle-là aussi. Moins bien que... Enfin, de toute façon... Bon, sincèrement, vu son état, voilà, je... Mais prendre seule la décision est au-dessus de ses forces. La propriétaire appelle son mari. 2 minutes. Bon, bah attends, il va t'expliquer. Dites-lui ce que vous venez de me dire. Allô? Oui, bonjour. Bon, là, la petite chienne va pas bien du tout. Voilà, sincèrement, le pronostic est pas très bon vu son état. En plus, elle a déjà un traitement et elle est déjà, on va dire, au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, tenez, je vous le repasse. Ou alors, je la redescends. Qu'est-ce qu'on fait? Ou je la redescends demain à Sens. Ben non, elle en a plus pour longtemps. Non, 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 elle souffre, la pauvre, elle pleure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord. Bon, on fait ça, on s'arrête là? Ben oui, c'est parce que... Avant d'injecter au chat le produit qui arrêtera son cœur, le vétérinaire apporte un dernier réconfort à ses maîtres. Je pense que vous avez pris la bonne décision et que de toute façon, il valait mieux ne pas attendre plus longtemps. Et voilà, au moins, ça la soulage, c'est mieux pour elle et c'est sûrement mieux pour vous aussi. Et pour nous, oui, c'est un soulagement. Ouais. C'est trop, Puis de l'entendre. Mon mari ne l'entend pas, mais moi, je me lève toute la nuit. Hein. Moi, je n'entends pas. Il y a beaucoup de choses que j'entends pas, alors... Ouais. Elle est en train de vomir, mais elle va s'endormir dans quelques instants. On la laisse encore 2-3 minutes, elle va s'endormir tout doucement. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire de son corps après? Est-ce que vous voulez la garder? Vous allez l'enterrer? D'accord. Oh, le jardin est grand quand même. Normalement. Pas faire l'injection. Je sais. Je vais lui faire l'injection, d'accord? Oui, oui. C'est mieux comme ça. Arrêtez. C'est terminé là. Ah. Ouais, c'est terminé. Ouais. Après les chiens et les chats, la mode aujourd'hui est au NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Parmi eux, les plus convoités après les reptiles, ce sont les primates. Beaucoup sont détenus illégalement. Arnaud Lhomme de la Fondation Assistance aux animaux en recueille près d'une centaine par an. Ce matin, Arnaud rejoint les forces de police et la brigade cynophile des sapeurs-pompiers d'Evry pour la saisie d'un magot. Bonjour. Bonjour. Vous savez exactement de quel type de... Espèce Non, c'est un magot. Ah bah voilà, c'est ce qu'on cherchait, t'avais raison. Quoi. Ah ouais. Bon, on fait de ça maintenant, au singe, on fait plus de ça. Ouais. Maroc, ça vient de Maroc. Ouais. Mais apparemment, ils l'ont depuis, c'est un mâle de 5 ans et demi. Ah quand même. Ouais, c'est un bel adulte, ouais. D'accord. C'est la véto. D'accord. Qui arrive. Là, c'est la vétérinaire qui arrive. Le docteur Alves est une ancienne vétérinaire du zoo de Thoiry, spécialiste de la faune sauvage. Qui se charge de la capture?
Est-ce que c'est nous, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est les Non, de toute façon, soit on essaie justement de faire collaborer le propriétaire de l'animal pour qu'il le mette lui-même dans la cage, sinon, au pire, le vétérinaire est là pour l'anesthésier avec le filet hypodermique. D'accord. S'il y a besoin. Ce genre d'intervention est de plus en plus courant. Des centaines de singes magots sont introduits illégalement en France chaque année. La majorité de ces primates provient du Maroc ou d'Algérie. Singe qui fait une vingtaine de kilos quand même adulte, pour un mâle adulte, qui a des dents de 5 à 6 cm de long, donc qui peut faire des morsures sévères si on ne fait pas attention. Et qui, d'ailleurs, c'est le problème des gens qui les ramènent et quand ils se rendent compte qu'ils ont 4-5 ans et qu'ils deviennent agressifs puisque mature sexuelle, ils ne savent plus quoi en faire. C'est des animaux qui peuvent être très destructeurs. Donc c'est jamais très simple, on n'est jamais bien accueillis et l'action est en général assez mal comprise. On a été saisir un lion et un singe dans un camp de gens du voyage, c'est pareil. C'était on va mettre un contrat sur ta tête, on te reconnaît, on sait qui t'es, etc. Tout ça, bon, j'allais dire c'est la routine. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de vétérinaire qui se mouille, on ne peut pas faire grand-chose. Dès leur arrivée sur les lieux, les policiers sécurisent l'endroit. Arnaud Lhomme, lui, est allé repérer l'animal. Il est là dans le véhicule, l'arrière de... Par contre, il est enchaîné. Le propriétaire est absent, mais son magot, effrayé, se cache au fond d'un véhicule. Il est saisi au niveau du bassin. Ouais. Bah mon garçon. C'est dangereux pour lui d'être saisi au niveau du bassin, d'être comprimé comme ça ou sur les conditions Sur les conditions de vie, c'est une catastrophe. De toute façon, c'est considéré comme du mauvais traitement, là, il n'y a pas de problème. C'est absolument pas les conditions de vie pour un singe. Déjà, il est tout seul alors que c'est un animal social, donc il n'a aucun rapport social avec qui que ce soit. Et puis, il a quoi? Il a 1 mètre carré là-dedans. Alors, c'est des animaux qui grimpent, c'est des animaux qui explorent leur territoire. Enfin bon, c'est enchaîné toute la journée. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas pour un singe, quoi. La présence des policiers commence à réveiller le camp des gens du voyage. Ce qui permet de venir le matin, c'est que les camps des gens du voyage sont beaucoup plus calmes et on peut travailler plus librement. Parce que si vous venez en plein après-midi, le singe on ne le prend pas. Parce qu'ils sortent tous des caravanes et puis l'animal on ne peut pas le récupérer. Le vétérinaire a donné l'ordre de récupérer l'animal en douceur. Elle veut éviter de l'endormir. L'animal va être attrapé au lasso, va être traîné dans la cage, la chaîne va être coupée et... Pendant ce temps, les policiers appellent le propriétaire. Bonjour, c'est la police nationale, là, pareil. On vient comme ça en détention de l'animal sauvage du singe que vous avez actuellement au camp. Oui, nous on prend l'animal par un service vétérinaire. Et à cet effet, vous êtes convoqué dès demain matin au commissariat central d'Evry. Bah oui, ça c'est sûr qu'il apprécie pas trop. Viens mon bonhomme, viens. Le magot est très agressif. Le docteur Alves part charger le fusil hypodermique. Viens. Il a répondu. La flèche est chargée, vous embêtez pas. Ah d'accord. Il a retiré la flèche très vite en fait de la cuisse, donc c'est possible que le trou de produit soit pas injecté et que la dose soit pas suffisante. Et de face. La vétérinaire a vu juste. Une deuxième dose est nécessaire. Tu ne la manges pas s'il te plaît? Ça coûte 30 € la flèche. Cette fois, l'animal est tranquillisé. Les intervenants vont enfin pouvoir l'extraire dans le calme. Enfin, presque. Il est tranquillisé. Il est moins vif que s'il était totalement réveillé. C'est parfait ça. Il est saisi. Allez mon garçon, il prend peur. On lui a coupé les canines à cet animal. Bah je crois toutes, ouais. Par contre, je peux faire. Coupe la chaîne. Vas-y, balance-moi la cage. C'est bon. Lâche-le. C'est bon. Voilà, garçon. Oh bah oui. Oh là. Bon. Ah mon bébé, mon bébé. Tiens, cache-toi. Il veut, ça va le rassurer. Mon garçon. Voilà, ça va? Ça va, putain? Ça va?
C'est bien, garçon. S'il est toute détresse, il panique, enfin, il s'exprime en disant j'ai peur comme ça. Ce jeune singe mâle part rejoindre la fondation Assistance aux animaux. On me le chauffer à fond. Ambiance tropicale, hein? Dans quelques semaines, une association hollandaise spécialisée dans le placement des primates se chargera de lui trouver un meilleur environnement pour s'épanouir. Une vraie famille de singes magots en semi-liberté dans un parc animalier. Retour à Nantes, au centre hospitalier privé d'Atlantia. Cet hôpital spécialisé dans les animaux de compagnie doit aussi sa réputation dans les soins apportés aux animaux sauvages et aux nacs. Le docteur Rizzi en est le spécialiste. Première urgence de la matinée, un lapinou pas très en forme. Alors là, ça s'est arrêté quand alors, de manger? Hier, il y a 2 jours. D'accord. Elle fait encore des crottes ou plus du tout? Non, c'est mou et ça reste collé dans ses crottes. D'accord. On va baisser la cage. Ça a l'air bien dur en tout cas dans son ventre. C'est un lapin qui se toilette beaucoup et quand ils font des grosses mues comme ça, ils avalent beaucoup de poils. Et ça fait des bourres de poils dans l'estomac qui font comme des grosses pelotes de laine qui se bloquent. Et ça peut leur boucher l'estomac. Ça peut être fatal dans quelques jours. Si elle n'a pas fait de crotte, ça peut être vraiment grave. Bon, on va refaire les radios aujourd'hui, revoir son estomac. Si c'est plein à craquer, on va refaire le traitement comme l'autre fois. Ce lapin a été diagnostiqué à temps. 1,6 kg. Quelques cachets et tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vais la prendre maintenant et puis je vais m'arranger avec elle. Ok. Donc voilà. Donc par exemple, voilà, un rendez-vous non prévu maintenant. Cette fois, l'animal qui vient d'être transporté en urgence est un animal sauvage. Un kangourou, plus précisément un wallaby albinos. Avec des olétiles. D'accord. C'est un mâle ou une femelle? Ouais, c'est un mâle. Il a un de ses doigts en fait qui est énormément gonflé avec un peu de nécrose, donc on pense qu'il s'est fait piquer par une vipère. Donc là, je l'amène chez Emmanuel pour faire une radio et voir si l'os s'est atteint ou pas. Delphine Féjean est vétérinaire à Planète Sauvage, un parc animalier situé dans la région de Nantes. Et avec 1,5, il était super bien pour faire la radio. D'accord. Le wallaby a été tranquillisé, mais pour effectuer une radio de sa patte, le docteur Rizzi lui fait une piqûre d'anesthésiant pour l'endormir le temps de la manipulation. Et le produit fait rapidement effet. Avec ce produit, en fait, il reste les yeux ouverts même quand il dort. C'est un petit peu... Le docteur Rizzi enlève le bandage et découvre la plaie. Je peux ramener une boîte de gants? Ah, ça sent pas bon. Hein. Ouais, ça sent super. Ça pue depuis le départ comme ouais, ça? c'est super mauvais. Tu penses que c'est tumorale? C'est possible. C'est surtout les blancs comme ça, et albinos, les épithélioma au soleil. Voilà, il y a une destruction complète de la phalange qui porte la dernière griffe. Hein. Généralement, c'est tumoral. Donc il faut amputer, il faut amputer ici, il faut pouvoir refermer. Ouais, parce que j'ai l'impression que la peau est très très abîmée ici aussi. Ouais. On verra s'il faut remonter plus. Il faut voir si tu remontes ou pas. Bon, donc c'est plus inquiétant que prévu. C'est plus inquiétant parce qu'on ne pourra pas conserver le doigt et c'est des animaux qui marchent sur 2 pattes. Alors il faut qu'on ampute au minimum pour qu'il y ait quand même un bon moignon pour pouvoir s'appuyer dessus. Sinon il va être handicapé, il va dépérir et puis ça n'ira pas mieux du tout. Il faut qu'on fasse surtout analyser ce gros bourrelet de tissu pour voir si c'est pas une tumeur. Le diagnostic est sans appel. Ce wallaby doit être opéré rapidement car la tumeur est probablement à l'origine de la nécrose de sa patte. L'amputation est le seul moyen d'arrêter cette infection. Sa survie en dépend. Je cherche son épiglotte, mais j'ai pas l'instrument qu'il me faut. Impossible d'intuber l'animal. Seule solution, le masque à oxygène. L'amputation, c'est jamais risqué, mais l'anesthésie, elle est risquée. D'ailleurs, hop, je vais rebaisser l'anesthésie. C'est toujours un stress parce que bon, tout peut se passer là maintenant. Il peut mourir à l'anesthésie, on peut très bien ne pas réussir à amputer comme on voudrait. Il peut encore se passer plein de choses. Le vétérinaire assisté de Delphine prend soin d'amputer la patte le moins haut possible, mais la tumeur est importante.
À ce stade de l'opération, difficile de savoir si l'animal pourra de nouveau se déplacer sur ses deux pattes. Bah oui, j'espère qu'il va marcher. Allez, je fasse la de l'autre côté là. J'ai bon espoir quand même qu'il continue à se déplacer parce qu'on a quand même une bonne surface portante. Bon, c'est sûr qu'il sera comparativement à l'autre, c'est plus réduit quoi, mais on a essayé d'aller le moins haut possible. Elle est optimiste, hein, Delphine. Il faut, hein. En attendant le réveil du wallaby, Emmanuel Rizzi reprend ses consultations. C'est de la gale. C'est de la gale. C'est de la gale de pâte, mais alors très envahissante, et ça a même attaqué, vous voyez sans doute, là, au moins la peau, si ce n'est les tendons, et l'autre patte aussi. Donc il faut qu'on traite vite. Si l'os est atteint, ça peut faire tomber les doigts. Il faudrait qu'on fasse une petite radio de sa patte. Allez voir en dessous si vous êtes d'accord dans quel état est l'os. Mais c'est votre métier d'avoir des poules? Ah non, pas du tout. C'est un plaisir. Ah oui, c'est plus un plaisir, ouais. D'aller chercher les œufs, de les nourrir. Ah c'est ça en fait, c'est d'avoir votre petit poulailler à vous. Voilà, exactement. Pas une minute à perdre pour cette poule de Barbarie. En hypothermie suite à l'anesthésie, on utilise un sèche-cheveux pour faire remonter la température du wallaby. Alors, je vais vous montrer les radios. Ça, c'est pas dramatique. Voilà, donc ça c'est son petit tibia, là, le long de sa patte, ok. Les petits traits qu'on voit là, c'est ses tendons qui sont calcifiés. Ça c'est de la gale aussi. Et vous voyez là, cette phalange là, elle est rongée. Donc là, elle risque de la perdre. Bon, c'est pas dramatique sur une poule, du moment qu'il lui reste quelques phalanges, un bon moignon, et elle pourra quand même vivre. Mais il faudrait pas que ça aille plus haut, hein. La poule de Barbarie ne subira pas d'amputation, mais elle devra rester sur place pour un sérieux nettoyage de ses pattes. Le wallaby de son côté ne sort toujours pas de son sommeil. Voilà, c'est bon. Oh, un petit peu. Le wallaby prend un peu de temps pour se réveiller, mais Delphine n'est pas inquiète. Elle décide de rejoindre le parc animalier Planète Sauvage. Donc là, on revient sur Planète Sauvage donc pour déposer Wallaby qui va rester dans une petite loge le temps de la cicatrisation de sa patte. Delphine va isoler le wallaby quelques semaines pour garantir une bonne cicatrisation. Puis elle le réintégrera dans son groupe. Ouais, il fait bien ces 15 kilos. Là. On va te remettre la tête bien là. Certains parcs zoologiques, comme celui de Trégommeur, près de Saint-Brieuc en Bretagne, ne peuvent pas toujours déplacer leurs animaux dans un grand hôpital vétérinaire. Aujourd'hui, Im, une superbe panthère des neiges mâle, vient de développer un coryza, une infection qui risque de lui faire perdre son œil. Une urgence pour laquelle on fait appel aux spécialistes de la faune sauvage et vétérinaire itinérante, le docteur Florence Olivet-Courtois. Toute l'année, elle se déplace aux 6 coins de l'Hexagone pour des soins programmés ou pour des urgences. Ce matin-là, elle a fait appel à un spécialiste ophtalmologue, le docteur Tanguy Lefranc. C'est sa première intervention sur une panthère et il ne minimise pas la situation. On peut craindre des lésions cornéennes définitives, donc qui peuvent aller jusqu'à une perte de vision, voire la perte de l'œil dans les cas catastrophiques. Moi, je pense qu'on n'en est pas là quand même. L'équipe du zoo de Trégommeur a prévu une pièce stérilisée pour installer le bloc opératoire, ainsi que l'appareil respiratoire du docteur Larguier, anesthésiste. La matinée est chargée. Sans perdre un instant, Florence et ses collègues rejoignent la zone des fauves. Le local des Panthères des Neiges est situé à quelques mètres de celui des Tigres de Sibérie. Tout doit se faire dans le calme absolu, car même si elles sont habituées au public, il est très difficile de prévoir leur réaction.
L'équipe a quitté la fauverie quelques instants pour que l'animal se détende et que le produit puisse agir efficacement. Ça respire bien, ça ventile bien, c'est bien mieux relaxé. Ok, allez. Il n'aura fallu que 10 minutes pour que l'animal s'endorme. L'anesthésiant a la particularité de faire chuter la température corporelle. Dehors, il fait -3 degrés. Im doit donc rejoindre sans tarder le bloc opératoire. Bon, Louloute, qu'est-ce que tu nous as fait comme truc bizarre? Comme truc bizarre là. Qu'est-ce qu'on aurait pu craindre si on avait attendu pour intervenir? Qu'est-ce qui peut se passer Le risque pour l'œil, voilà, ce qu'on peut craindre pour l'œil, c'est en fait que des poils irritent régulièrement la cornée et fassent des ulcères en permanence et que du coup derrière ça l'œil peut souffrir. Hop là, alors ça c'est bien facile avec mes petits filets qui vont bien. Donc peut-être par là. L'anesthésiste intube immédiatement la panthère pour la mettre sous respiration artificielle. Florence Olivet-Courtois va superviser toute l'opération. Parce qu'en fait, ces chirurgies de la paupière, c'est extrêmement délicat. Il faut quelqu'un de spécialisé qui ne va pas non plus faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on veut essayer de ressortir la paupière pour pas qu'elle rentre dans l'œil et mettre des cils dedans. Et si on fait trop, on se retrouve avec une paupière tombante, quoi. Hein, donc c'est de la chirurgie, chacun son métier. Hein. Moi, je fais la faune sauvage et puis les chirurgiens font la chirurgie. Hein. Elle est juste là. À quoi servent ces photos? Oh, c'est pour moi. C'est personnel. C'est ma collection de photos d'yeux plus ou moins moches. On mesure la sécrétion de larmes sur 1 minute. Je fais des mesures pour établir des comparaisons, justement. Pour voir à quel point l'œil malade est malade. Et là, on n'a même pas 30 secondes et on a déjà autant de larmes sur le bout de papier que sur l'œil sain en 1 minute. Comment ça s'appelle la goutte Oui, c'est pareil. Ah ouais. Des animaux qui... On se passe dans l'air. Le chirurgien isole la fameuse paupière qui provoque par ses frottements des ulcères sur la cornée. Comme pour une opération de chirurgie plastique, il va l'inciser pour dégager l'œil. L'intervention va durer 1 demi-heure. C'est le principe du simplifiant. Le sang? Non, à l'œil au beurre noir. Je vais te filmer en plus. On est très content. Maintenant, il faut que ce gentil petit bestiau se gratte pas trop. Mais il n'y a pas de raison. Et puis, non, ça va bien se passer, je pense. Les yeux vont toujours couler, mais il aura plus mal. À l'autre bout du zoo de Trégomeur, Chico, un petit ours de 13 ans, attend lui aussi de passer sur le billard. Qu'est-ce qu'il a, cette ours? Donc notre ours a été diagnostiqué avec un testicule hypertrophié, ce qui laisse supposer un cancer testiculaire. Et donc on lui a donné sa chance de reproduire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant on prime l'intérêt pour sa santé, et donc on va devoir le castrer pour éviter que la tumeur testiculaire éventuelle métastase. Autrement dit, avant que la tumeur développe un cancer généralisé. À ce stade, il est donc plus que nécessaire d'opérer. Salut mon Chico, je dormais. Je ne peux vraiment rien faire avec les barres, je ne vois plus rien du tout. La barre et la planche, c'est l'horreur. Voilà. Mais bon. Voilà. C'est copieux. Chico va s'endormir paisiblement. Puis tout le monde reprend la direction du bloc opératoire. Si Florence a été appelée pour l'opération, c'est aussi parce qu'elle connaît bien l'animal. Vous connaissez depuis Vincennes celui-là? Ah oui, Chico, moi je le connais bien. Chico, c'est mon Chico à moi. Ça fait combien de temps que vous connaissez? Eh ben, Chico, il a dû arriver en 97 à Vincennes, je crois. Donc 97, ça fait 13 ans. 13 ans? Ouais, ouais. J'ai connu la plus grande majorité de sa vie, lui.
L'ours malais est une race qui se fait rare dans les parcs animaliers européens. C'est pourquoi le zoo offre une chance à cet animal de se reproduire jusqu'à la dernière minute, malgré la gravité de son état de santé. Cette fois, Florence Olivet-Courtois se fait assister du docteur Clervy Kimienti-Alais sous le regard malicieux d'une tribu de lémuriens. « 20 minutes plus tard. Allez, hop. L'opération à peine terminée, notre ophtalmologue, le docteur Lefranc, ne peut s'empêcher de faire un petit examen. Vas-y, vas-y, vas-y. Une lentille à l'intérieur de l'œil, un peu comme le jaune d'œuf qui flotte au milieu de l'œuf. Et chez lui, le noyau de ce cristallin est blanchi. C'est un vieillissement naturel en fait. C'est ce qu'il y a chez tous les vieux chiens et qu'on appelle souvent à tort une cataracte. Donc ça c'est l'Ivomec. No panique. Cherchons le minimum, le minimum. Oublions les ennuis et les tracas. Avec un minimum, on nourrit un ours et un homme. Et le reste après tout ne compte pas. Chico et la panthère se remettront très vite sur pattes. Et ils seront fin prêts pour la réouverture du parc au printemps. Marcy-l'Étoile, centre hospitalier de l'école vétérinaire de Lyon. En cette veille de week-end, un seul service reste ouvert, le SIAMU, le plus grand centre d'urgence de la région lyonnaise et le premier service de soins intensifs de France. Les cas les plus graves sont accueillis ici. Il est presque minuit. Étudiants, internes et vétérinaires de garde s'accordent un moment de détente. Mais cette petite fête improvisée est de courte durée. Une urgence, il y a un chien qui est buté par une voiture. Un chien qui quoi? Il est buté par une voiture. Il est là? Le gardien à l'entrée des urgences vient de signaler l'arrivée imminente d'un chien accidenté. Oh, c'est parti. Réa, allez! On se prépare pour la réa! À la sortie d'un repas familial, ce labrador a échappé à la vigilance de sa maîtresse et s'est fait violemment percuter par un véhicule sur la voie publique. Le choc a été si violent que l'animal a perdu connaissance. Je te dis, c'était efficace. Si t'arrives à te mettre derrière en même temps, on met les patchs. Toute l'équipe du SIAMU, le service d'urgence, est mobilisée. 3 vétérinaires, un chef de service et 2 étudiants. Ça va? Ouais, faut me remplacer, j'ai plus de bras. On échange. Ils se répartissent chacun les gestes d'urgence et se relaient les uns après les autres pour un massage cardiaque pendant près de 20 minutes. Comme dans les urgences des hôpitaux, tous les moyens sont mobilisés pour tenter de sauver l'animal. Respiration assistée, injection d'adrénaline, massage cardiaque. De l'autre côté du mur de la salle de réanimation, la propriétaire et ses proches attendent le pronostic. De toute façon, vu le bruit que ça fait au massage et tout ce qui sort, je pense qu'elle a une grosse hémorragie. Je sens rien. Je suis pas sûre. L'équipe d'urgence a tout tenté. L'hémorragie interne de l'animal lui a été fatale. La décision est prise, il faut stopper la réanimation. Ça repart pas et puis ça saigne de plus en plus et au massage cardiaque on a vraiment des volumes un peu. Je pense vraiment que oui, bah venez. Regardez Sophie, là, ça sert à rien. Oui, Sophie. On va pas rester, ça sert à rien. On a beau être dans l'urgence, on n'est pas insensible à l'issue
Non, en plus elle était jeune, alors on se met un peu à la place des gens. Est-ce que c'est un métier où il faut se blinder pour envisager sereinement l'avenir dans des urgences? Il vaut mieux être blindé, je pense, parce qu'en urgence, c'est vrai qu'on voit des trucs quand même... En même temps, je pense que trop blindé, c'est aussi pas... Enfin, faut quand même rester un minimum... Je sais pas trop quoi répondre en fait. L'école nationale vétérinaire de Lyon est installée à 10 km du centre-ville. C'est la première école créée dans le monde. Ces infrastructures hospitalières ultramodernes, de recherche, d'enseignement et de soins, s'étendent sur 40 hectares et regroupent toutes les spécialités de la médecine animale. Le centre de soins intensifs a été créé sur le modèle américain. Les animaux sont installés au centre de la salle des urgences. Ainsi, les vétérinaires les surveillent en permanence et peuvent intervenir à la moindre alerte. Première urgence de la matinée. Comment il s'appelle celui-là? Chanel. Chanel. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé à Chanel? Chanel, elle ne marche plus. Elle a ses pattes qui ne marchent plus derrière, donc on a une hernie discale apparemment. On a eu juste le pissou. D'accord. Cette jeune fille et son papa ont fait 1h30 de route pour emmener en urgence ce petit bulldog particulièrement stressé. Ce qui serait bien, c'est que la chienne queen. Ah oui. Voilà. En fait, ça, c'est pas c'est de l'entendre queener alors. Voilà. Exactement, si elle queen, c'est bon signe. Donc là, a priori, ça lui fait mal. Elle se retourne quand même, elle a une réaction. Le diagnostic est confirmé. Si Chanel n'est pas opérée immédiatement, elle risque une paralysie permanente. Vous avez peur? Oui, un petit peu. Et puis j'ai perdu une chienne là un mois, donc c'est vrai que sur le coup, j'ai un petit peu peur, mais il y a toujours des risques en fait, c'est ça le souci. Pour cette intervention chirurgicale délicate, la propriétaire devra débourser 1 200 €. Bon, on va pas perdre de temps, hein. Allez, petit chien. Pour ce prix, Chanel va bénéficier d'un appareillage médical de haute technologie. Un scanner, le même que celui utilisé pour les hommes. Bon, on va vite t'anesthésier. Et ici, contrairement à l'hôpital, pas de file d'attente. Avant d'opérer, le chirurgien qui va recevoir Chanel a besoin de situer très précisément la localisation de la hernie discale. On voit dans le canal vertébral donc une hernie discale qui est latéralisée à droite. La hernie est localisée, maintenant on va opérer sans attendre. Les bulldogs en font beaucoup de ces choses-là. Alors, c'est parti. Oui, ton chien, il a une hernie discale T11, T12 latéralisée à droite, assez importante. Donc je pense que, je ne sais pas ce que vous avez proposé pour la chire, on l'opère tout de suite ou pas? L'animal est sous anesthésie. Une fois c'est la course. Pas une seconde à perdre. Allez, hop, 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 hop. Allez, gonzesse. L'équipe chirurgicale attend Chanel. Ouais, je sais, mais... Bon, à tout à l'heure. C'est juste ici. Donc là, c'est la chirurgie. Monsieur le chirurgien, bonjour. Oui. Prochaine étape, vérifier les scanners avec le chirurgien. À droite alors, et c'est T11, T12. Bon, eh ben, je vais retourner là-bas. Ouais, je commence là-bas. Je te ramène. On n'a pas de raison d'être négatif. Par contre, ça reste une intervention compliquée sur laquelle on travaille à proximité de la moelle et où il y en a toujours un risque de léser la moelle. Là aussi, les moyens engagés sont équivalents à ceux des urgences d'un grand hôpital. Une salle d'opération ultramoderne, un chirurgien spécialisé en neurologie et 2 internes. Ce type d'intervention dure en moyenne entre 1 et 3 heures, suivant les complications. Les urgences, c'est aussi ce qu'on appelle la bobologie. Dans ce cas, les animaux retrouvent rapidement leur propriétaire, car les soins intensifs coûtent cher. Une simple consultation en urgence coûte au minimum 100 €.
bien sûr non remboursés par la sécurité sociale. L'opération de Chanel est terminée. Son petit brassard. Le chirurgien vient faire son rapport à l'équipe de jour. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Donc là, on lui a retiré une grande quantité de disques et puis de matériel discal. Donc c'était assez classique dans les hernies discales aiguës. Et puis là, on va voir un peu comment il récupère. Maintenant, nous, on a décomprimé la moelle, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Ce n'est qu'après l'absence d'évolution au bout de plusieurs mois qu'on va commencer à avoir un pronostic mauvais. Donc pour l'instant, c'est plutôt très très bon. Chanel vient de se réveiller. Elle est en état de choc, en hypothermie. Sa température n'est qu'à 31 degrés. Pour que Chanel survive, sa température doit au minimum remonter à 37. De nombreux animaux meurent d'hypothermie après une opération chirurgicale. Tout est mis en œuvre pour la réchauffer. Couverture, sèche-cheveux et soins continus. Là, on la réchauffe parce que l'anesthésie, elle est en hypothermie à cause de l'anesthésie. Donc elle était à 32,9, donc on les remonte au moins jusqu'à 37. Le personnel de soins et les vétérinaires se relaient tant que l'animal n'est pas hors de danger. Ça marche mieux quand c'est une fille, hein, je te le dis, moi. Chanel. Ouais. Oui. Ah, nothing Perros, tu vois. Chanel ne doit pas se rendormir. Sa température est maintenant remontée à 35. Mais à ce stade de l'urgence, personne ne peut encore pronostiquer si Chanel retrouvera la mobilité de ses membres postérieurs. Réponse dans 48 heures. Nous retrouverons Chanel plus tard. Allô, vétérinaire, bonsoir. C'est pas normal qu'elle ne bouge pas? Ah bah non, madame. Elle attend pas des bébés, vous êtes sûr? Prenez-lui la température et rappelez-nous. Vous avez marché à quel endroit de la queue? Eh ben écoutez, j'en sais rien du tout. Vous n'en savez rien du tout. Mais il n'a pas été débouché depuis? Débouché, mais non, mais normalement, il fait pipi normalement, hein. Vous savez, madame, c'est pas très bon signe, surtout pour un cochon d'âne. On dirait qu'il veut manger, et il essaye de manger, mais il fait... a l'air de dire, j'y arrive pas, quoi. Nous sommes au standard de vétérinaire à domicile, en banlieue parisienne. Bon, là, je suis d'accord, c'est pas très bon signe. Alors c'est pas bon, hein. Il est en hyperthermie, il faut le montrer. Hein. Ouais, non, mais vous énervez pas, ça sert à rien. Moi, je vous dis la vérité, vous comprenez? Ne touchez à rien, on se dépêche, hein. On est là toute la nuit, c'est notre souci, hein. Après la fermeture des cabinets vétérinaires, c'est ici que convergent tous les appels d'urgence de Paris et de sa région. Vétérinaire à domicile intervient du centre de Paris jusqu'à un rayon de 40 km autour de la capitale. Près de 10 000 interventions par an. Stéphane, c'est Christian à l'appareil. Salut, j'ai une visite pour toi à Saint-Denis. D'accord. Tu peux noter? Oui. Madame Gatti, GA2TI. Oui. Bon alors, c'est une petite chatte de 13 ans qui a un cancer apparemment. Bon, la dame, elle pleure au téléphone et elle voudrait qu'on vienne soulager son petit chat, mais sans l'euthanasier. Donc, t'as toutes les informations. Ok. Je te souhaite bon courage, bonne route, salut. Merci, salut Christian. Salut. Stéphane fait partie d'une équipe de 15 vétérinaires mobilisés jour et nuit. Leur mission, répondre à toute forme d'urgence ou de détresse animale. Première contrainte, arriver sur les lieux le plus vite possible, comme SOS Médecins, le gyrophare en moins. Si on prend SOS Médecins comme référent, on fait à peu près le même travail, on fait un peu le même métier. Les SOS Médecins sont des urgentistes qui se déplacent à domicile et c'est exactement ce qu'on fait. Nous, on a la chance de pouvoir avoir un plus grand éventail de cas cliniques à traiter peut-être que SOS Médecins. Cette dame est en état de choc. Elle vit seule avec son chat, une femelle très âgée. Oui, t'as peur, ma chérie. Voilà. L'animal souffre le martyre depuis quelques jours. Il présente de graves difficultés respiratoires. Elle mange plus depuis quand? C'est surtout qu'elle respire mal. C'est surtout qu'elle respire mal. Hein. Là, c'est ce petit cœur-là qui respire mal. Il y a encore 3 jours, elle venait, là, elle jouait avec moi, là. Et puis là, c'est fini. Et ça fait 3 jours qu'elle ne mange plus. Donc là, je suis... Aujourd'hui... Elle boit encore? Non. 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 Elle boit plus depuis des jours. On va soulager mon cœur. Hein? Ouais. Allez. Est-ce que vous pourriez bouger vos mains, que je la vois respirer? Bon, là, elle a besoin d'être hospitalisée. Elle a de l'eau dans les poumons, en fait. Enfin, c'est pas de l'eau dans les poumons, elle a de l'eau dans la cavité thoracique qui l'empêche de respirer. Ah, c'est ce qu'on appelle un épanchement pleural. Il faut une radio pour le confirmer, mais je suis presque sûr que c'est ça. Oui.
Alors, si elle reste au repos et au calme, ça peut éventuellement attendre jusque demain, mais le problème c'est que demain c'est dimanche. Donc elle ne pourra pas tenir le week-end comme ça. Si vous attendez jusqu'à lundi, elle va mourir étouffée. Si vous la laissez comme ça, elle va souffrir et elle va mourir. Gardez votre calme, madame, ça va aller, on va s'en occuper. Sa température est basse, elle respire très très mal et elle est totalement intolérante à l'effort. Donc elle ne vivra pas jusqu'à lundi. C'est pour ça. Si on ne fait rien, si on... C'est pour ça qu'elle a fait pipi et qu'elle... Tout à fait. Oui, mais... En attendant, le régulateur de vétérinaire à domicile a pris les devants. Il réveille dans la nuit le vétérinaire traitant du chat. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Stéphane, c'est Christian. Bon, j'ai eu le docteur qui vient de la dire. Donc c'est une chatte qui a des tumeurs mammaires. Ça dit quelque chose. Ce qui explique certainement les difficultés respiratoires. Donc pour lui, si tu juges utile sur place, malheureusement qu'il faut euthanasier l'animal, eh bien c'est toi qui décides. Hein. Il donne son accord, quoi. Pour Stéphane, la situation est claire. L'animal souffre trop et n'a aucune chance de survie. Il va devoir l'annoncer à la propriétaire en trouvant les mots justes. Là, dans son état, c'est tellement grave que je ne sais pas si elle est capable de supporter le transport. Est-ce qu'elle va pouvoir aller jusqu'à la clinique? C'est ça qui m'inquiète un petit peu, moi. J'ai pensé à moi et pas elle. Et là, elle est en train de mourir. Là, elle est en train de mourir. Oui. Qu'est-ce que vous choisissez? On l'emmène, on la fait hospitaliser, ou est-ce que vous préférez qu'on fasse un traitement ici? Mais si on fait le traitement, je crains que ça n'évolue vers la mort de l'animal chez vous, au domicile, en notre absence, ou est-ce que vous préférez qu'on l'endorme maintenant pour abréger ses souffrances? Vous avez le temps, hein, prenez le temps, mais il faut prendre une décision. C'est dur. Vous lui faites un dernier câlin, puis je vais lui faire une piqûre pour l'endormir. Elle va s'endormir tout en douceur, et puis on fera une deuxième piqûre derrière. Okay? Attendez, vous pouvez un peu me laisser un peu de temps. Je vais vous laisser avec elle. Peut-être là. Une prise de décision très douloureuse pour la propriétaire. Elle redoutait qu'à l'issue de cette visite, le vétérinaire lui annonce le pire. Elle n'a que quelques minutes pour accepter l'inacceptable, se séparer à jamais de son compagnon après 13 ans de vie commune. Est-ce que vous êtes prête, madame? La première piqûre que je fais maintenant, ça va l'endormir tout en douceur. Vous aurez encore 5-6 minutes avec elle, d'accord? D'accord. Je vais faire la piqûre dans la fesse. Elle va rien sentir du tout. Hein. Je vais avoir besoin que vous me fassiez un peu de place, là, madame, maintenant. Ben ça, c'était une intervention extrêmement délicate, comme j'aime pas du tout d'en faire. On est face à une détresse immense et il faut aider, il faut arriver à faire en sorte que les gens arrivent à se détacher un petit peu de l'animal et arrivent à prendre en compte la souffrance de leur animal. Et il faut qu'ils arrivent à surpasser la difficulté qu'ils ont à se séparer de leur chat. Et ça, c'est peut-être le plus gros travail, si on peut parler de psychologie dans ce boulot, c'est là. Et c'est de leur faire comprendre que la seule chose qu'ils peuvent faire pour leur animal, dans ces cas vraiment extrêmes, c'est d'abréger ses souffrances. Détresse animale, souffrance affective, les urgences y font face chaque jour lorsqu'il s'agit d'animaux domestiques. À 500 km au sud de Paris, en plein cœur de la Bourgogne, nous sommes sur l'épicentre des grands élevages de charolais. Ici, l'urgence est avant tout une réponse à un enjeu économique. Épinac. Dans ce village de 2500 habitants, un cabinet vétérinaire en activité permanente, jour et nuit, existe depuis près d'un demi-siècle. Cabinet vétérinaire d'Épinac, bonjour. Hein? 10h30. Comme chaque lundi matin, toute l'équipe est réunie pour le bilan du week-end.
6 vétérinaires associés assurent toute l'année les urgences dans les élevages de la région. Mais là, ça fait 8 jours qu'il n'a pas eu d'eau. Ils veillent sur la bonne santé d'un cheptel de plus de 40 000 têtes de bétail. On essaye de choisir toujours la solution qui coûte moins cher à l'éleveur que ce qu'elle peut lui rapporter. Même en urgence. Même en urgence. Contrairement à ce qu'on fait sur un chien. Contrairement à ce qu'on fait sur un chien, où là il y a le critère affectif qui joue et tout. Alors que chez le bovin, le critère affectif, il joue plus du tout dans les grosses exploitations aujourd'hui. Les gars, c'est des... C'est plus la Marguerite qu'on va visiter. Non. Bon. Entre décembre et mars, c'est la haute saison des urgences. C'est la fin du week-end, l'équipe est fatiguée. Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 urgences dans la journée de dimanche et la nuit de dimanche à lundi. Un week-end comme j'ai fait là ce week-end, je suis content que ce ne soit pas tous les week-ends. Heureusement, la matinée est calme. Seul un éleveur inquiet vient faire tester la virilité de son taureau. Donc là, on va faire un testage, c'est-à-dire qu'on fait un prélèvement de sperme pour voir s'il est apte à reproduire. Voilà. Et pour cela, il faut utiliser un drôle d'engin. C'est un Godemiché amélioré. C'est l'électroéjaculateur en forme d'obus qui présente 3 électrodes dans sa face inférieure qu'on va déposer au niveau des vésicules séminales et de la prostate et qui va entraîner au bout de entre 17 et 25 impulsions l'éjaculation. L'animal souffre. Non. C'est bon. Ah, je suis déçu, je pensais qu'un taureau c'était quand même plus viril que ça, non? Non, un taureau pas, un cochon. Un cochon éjacule 70 millilitres. À peu près. Mais un taureau, non. Un taureau qui est normal, il a 300 000 spermatozoïdes par millimètre cube. Et s'il en a moins, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est généralement, on va pas dire stérile, mais pas fécond. C'est-à-dire, son avenir, c'est pas la reproduction, c'est la viande. Et un taureau, ça peut honorer combien de femelles? En gros, 10 par semaine. Je trouve à peu près 10 spermatozoïdes en moyenne. Et je vais vérifier sur ma table, mais je crois que c'est pas assez. C'est pas bon. Non. Si j'en ai 2 par carré, j'en ai 10 000. Donc là, j'en ai 20, j'en ai 100 000. Je suis à 100 000 par millimètre cube, c'est pas suffisant pour assurer son avenir de reproducteur. Malheureusement, ce taureau terminera sa journée à l'abattoir. À votre service, au revoir monsieur. C'est urgent? Oui. Qu'est-ce que c'est? Un vélage. Non, s'il y a un vélage, c'est vélage qui des veaux à voir aussi en même temps. Allez, les bottes et on est parti. Un vélage. Une vache a du mal à mettre bas son petit veau. Nancy est de garde. Elle a 28 ans et 2 ans d'expérience à peine. Pour elle, chaque urgence est un cas différent. Un nouveau défi à relever. C'est la première femme à rejoindre ce cabinet spécialisé dans les vélages. Avant, il y avait très peu de filles dans les écoles vétérinaires. Et elles partaient surtout pas en rural. Donc voilà, aussi bien chez les éleveurs que chez les vétos, il a fallu que les mentalités changent. Ouais, le fait d'être une femme, vraiment, on fait très attention à ce qu'on fait. Alors, est-ce que je redouble mon attention par rapport aux autres? Je sais pas. Mais je considère que j'ai pas le droit à l'erreur, ouais. Quand Nancy est de garde, ses urgences lui font parcourir en moyenne chaque jour entre 200 et 400 km de route, par tous les temps. Mince, j'aurais pu passer de l'autre côté. Pareil, c'est toujours un labyrinthe dans les fermes. Bon, après, dans les campagnes, on n'est jamais perdu, hein. Il y a toujours quelqu'un, on peut demander, tout le monde se connaît, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, à 3 h du mat pour une urgence, là, c'est un peu plus dur. Bonjour, je peux vous laisser prendre la caisse rouge? Dans le monde rural, le temps, c'est de l'argent. La mort d'un animal d'élevage peut remettre en cause l'équilibre économique de l'exploitation. Ce matin-là, un petit veau a du mal à sortir du ventre de sa mère. La vache est malade? Ah là, oui, elle est prête à faire veau, là, oui. Qu'est-ce qu'elle a exactement? Elle va faire veau. Oui, on voit les pattes derrière, là-bas. Le diagnostic pour Nancy est clair. Le veau est mal positionné. Il risque de mourir asphyxié dans le ventre de sa mère. Nancy va devoir pratiquer une césarienne. Premier acte médical, anesthésier l'animal.
Toute la famille est sur le pont. Tu viens assister à l'intervention de la vétérinaire? Oui. T'as déjà vu ça? Une fois. Elle a jamais été césarienne cette vache? Ah non, c'est son premier veau, donc... Elle a pas de chance. Ah bah c'est nouveau ça. Hey. La vache, au bord de l'épuisement, s'est écroulée. Impossible pour Nancy d'intervenir dans ces conditions. Immédiatement, elle se sert d'un taser pour forcer l'animal à se relever. La décharge électrique est inefficace. L'éleveur a sa méthode à lui. C'est pas difficile à regarder ça? Bah, faut pas craindre le sang. Nancy va devoir maintenant explorer l'intérieur du ventre de l'animal pour déterminer la position du veau. Malgré ses 1,60 m et ses petits bras, elle le remet en place doucement, en quelques minutes. Sa technique et son calme compensent aisément son manque de force. À ce stade de l'intervention, impossible de savoir si le veau est encore vivant. Tirez doucement. Ça va venir. Hop. Voilà. Pardon. Allez-y. De l'eau froide versée dans les oreilles du petit veau déclenche sa première respiration. Le nouveau-né est sauvé, mais la priorité maintenant pour Nancy, c'est la mère. Pour éviter l'infection, elle doit recoudre son utérus le plus rapidement possible. Il n'y a pas un gros trou, ça va vite aller. Oh. Ah non, d'une pipe. Une fois de plus, la vache se couche, le ventre ouvert et les tripes à l'air. Dans cette position, impossible pour Nancy de remettre les organes vitaux à leur place. Lève-toi. Lève-toi. Alors, tu vas aller dans ma voiture, tu vas ouvrir la porte qui est derrière le conducteur, d'accord? Et tu vas regarder, il y a une planche en bois qui est derrière. Donc, tu vas aller la chercher. Nancy a besoin de cette planche pour la glisser sous les viscères de l'animal. Oui. Grâce à cette technique, le vétérinaire va pouvoir en priorité recoudre l'utérus en attendant de trouver une solution pour obliger la vache à changer de position. Bah, elle avait qu'à pousser ça, allez. Oh non, elle va se coucher, cette pute. Alors, vous gardez... Non. Malheureusement, l'animal continue de se coucher du mauvais côté. Nancy garde toujours son calme. Il ne faut pas affoler l'éleveur. Alors, tu me mets pas trop de... Fais-le bien à l'avant pour pas me mettre trop de poussière par là. Il faut à tout prix que la vache change de position. Impossible pour l'éleveur et pour Nancy de déplacer seul 800 kilos. Et pourtant, il faudra bien y arriver, sinon l'animal risque de mourir. Bon, bah, il faut qu'on la tourne. Heureusement, un membre de la famille a été appelé en renfort. Il a l'habitude de ce genre de situation et utilise une technique très simple. Tirer sur la queue de la vache. Mais ça ne marche pas. Non, est-ce que on peut pas plutôt, à la limite, la mettre en crapaud, lui étendre la patte derrière et puis la retourner après? C'est Nancy qui trouve la bonne solution. Bon, bah elle va avoir droit à sa dose d'antibiotiques. Reste calme, c'est dans un cas comme ça, faut pas... Elle est restée calme. Pascal, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous êtes pas dit, oh là là, encore une femme vétérinaire? Oh non, les femmes sont aussi douées que les hommes. Un peu moins fort qu'un homme, mais autrement aussi douées. Le vétérinaire a réussi à remettre les organes vitaux en place. Quelques retouches de haute couture et l'animal est sauvé. Contente, ça s'est bien passé. Un petit peu de rebondissement. Mais finalement, ça a été
On a sorti un petit veau. Ce type d'urgence, Nancy en pratique en moyenne 3 à 4 par jour. Dès qu'elle en a la possibilité, entre 2 interventions, elle fait un crochet par chez elle pour retrouver Arthur, son petit garçon, âgé d'à peine 10 mois. Coucou. Alors, Loulou? Voilà, après une grosse journée d'urgence, on profite d'Arthur. Son mari, ingénieur, a pris une année sabbatique pour favoriser l'intégration de sa femme dans son nouveau métier de vétérinaire rural. Paris, clinique vétérinaire du docteur Kupfer. Ok, moi j'y vais. Il est 8 h. Avant l'ouverture du cabinet, ce médecin spécialiste des animaux de cirque doit pratiquer une intervention en urgence. Le bloc opératoire se situe dans les sous-sols. L'animal est déjà sur place. Il présente une série de kystes inquiétants sur le sommet de son crâne. Il faut donc les retirer avant qu'il ne dégénère en tumeur. Je vais pouvoir attaquer. Urgence quand tu nous tiens. Le docteur Kupfer est un spécialiste des animaux sauvages. Sous cette couverture, le fauve en question appartient à la race des Yorkshire. Mais il n'est pas rare que ces interventions se fassent sur des animaux de cirque en détresse. Il faut préciser que sa clinique se situe en face d'un bâtiment célèbre de la capitale, le cirque d'hiver appartenant à la famille Boglione. Bagheera, la star du cirque, a un problème de santé. Une consultation en urgence s'impose. Bagheera est une star. Malgré ses 23 printemps, elle ne raterait pour rien au monde chaque soir sa prestation avec ses maîtres, Thierry et Sandrine Boglione. À la fin de ce tour de magie sur la scène de ce célèbre cabaret parisien, c'est Bagheera, la panthère noire, la vraie vedette. Mais depuis quelque temps, Bagheera souffre et ne cesse de se ronger la queue. Seul le docteur Kupfer, son vétérinaire attitré et qui l'a vu naître, peut l'examiner de près. Bagheera, donc, a 22 ans et demi, a une lésion sur le bout de la queue qui saignote un petit peu. Et je voudrais voir aujourd'hui s'il faut opérer ou s'il ne faut pas opérer. Je vais la lâcher qu'une fois que vous serez dans la pièce là-bas, parce que... 10 minutes, monsieur Massé. Oh, il y en a pour 5 minutes encore. Bagheera va pas aimer. Bagheera adore les levrettes d'Italie. Ah, c'est ce qu'elle préfère parce qu'il n'y a pas les poils. Même au bout de 20 ans, il faut quand même faire attention. Voilà. Alors, c'est ma vieille copine. Mais, Bagheera, parce que je voudrais quand même travailler un peu. Mimi. Oh, c'est fini. C'est là où on sait que c'est une panthère quand même. Hein. C'est bien, c'est bien. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait une piqûre, vous allez voir un peu le travail. C'est parce qu'elle le connaît bien, qu'elle laisse faire et qu'elle a confiance. Il y a quand même une grosse croûte ici. Donc là, il faut qu'on fasse attention. Puis elle aime pas quand j'y touche. Tu manges pas Myriam, je t'ai à l'œil. La durée de vie maximale pour une panthère noire en captivité est de 21 ans. Le vétérinaire fait tout pour rassurer Sandrine Boglione. Arrête. Qu'est-ce que vous craignez pour cet animal? Parce qu'elle est quand même âgée. Elle est âgée, oui, c'est ça. Et puis, bon, la plus petite inquiétude, il faut qu'on surveille. Parce que je pense que Bagheera est un record pour le moment. 22 ans, c'est... Je ne connais pas de panthère qui a 22 ans. Ce qui veut dire que c'est quand même un animal qui est en fin de vie aussi. Je veux pas y penser. Non. Elle est en pleine forme, mais je veux pas y penser. Là, tu vois, là, il y a une grosse boule, là. Ah, on fait bien de faire un petit... Elle vient pour la queue et je m'occupe des fesses, maintenant. Bagheera a une hernie. Le docteur Kupfer ne veut pas inquiéter ses maîtres. Ça la gêne pas, hein, pour manger. Non, c'est pas une tumeur. Tu ne me fais pas un bouton de fièvre tout de suite. T'attends un peu, non. C'est simplement une hernie périnéale. Bah, il faudrait pas qu'il y ait des crottes qui restent dedans. Je te rassure tout de suite, ça se perd bien. Néanmoins, il pèse l'animal et fait appel discrètement à son anesthésiste en vue d'une éventuelle opération. Oh bah oui, t'as raison, grogne un coup, 25 kilos. Ouais. Ah, pas trop maigri. Ah bah voilà Paul, tiens, regarde Bagheera. Là ton copain.
J'ai une bête hernie périnéale maintenant. C'est pas vrai. Bah si. Mais pour l'instant, ça n'embête pas du tout. Alors, on lui fout la paix. L'anesthésiste évalue si le vieux cœur de Baguera supporterait le choc d'une opération. Heureusement pour notre panthère noire, pas d'intervention dans l'immédiat. Sandrine est soulagée. C'est comme nos enfants, c'est tout. On ne vit pas avec des animaux pendant 22 ans et pas y tenir. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Beaucoup de choses. Beaucoup de moments partagés, je pense. Voilà, c'est toute une vie, une moitié de notre vie passée ensemble. On la prend dans les bras, elle nous fait des câlins, comme un gros chat. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est une panthère noire quand même, et que c'est rarissime qu'on arrive à avoir une panthère aussi docile que ça. Mais dis donc, aujourd'hui... Ah bah oui. Qu'est-ce que t'as dit? Alors qu'est-ce que ça doit être avec Thierry? Profites-en alors. Baguera ne se fait pas prier pour rentrer dans sa caisse. Elle échappe à la table d'opération et va pouvoir continuer sa vie d'artiste. La matinée est chargée. Le docteur a rendez-vous cette fois pour une deuxième urgence, emmitouflée sous la veste de son propriétaire. Elle s'appelle Rita et respire mal depuis quelques jours. Mademoiselle. Je vous dis bonjour. C'est elle qui conduisait tout à l'heure? Avec son mec. Oui. Elle a l'habitude de venir ici? Oui. Ouais. Oui. C'est vrai que... Puis nous, on a confiance qu'à ici, quoi. Vous avez peur qu'il lui arrive quelque chose? Oui, on va jamais ailleurs. On est toujours ici. Ah ouais. Ah oui. Ici, on a confiance. Vous êtes très vite inquiet, j'ai l'impression, hein, par rapport à Rita. Hein. Oui, toujours. J'ai manqué de la perte plusieurs fois, alors donc le moindre symptôme, c'est tout de suite le vétérinaire. Rita? Il y a 3 mois, cette macaque âgée de 22 ans a subi une lourde intervention. Fais même pas un petit bisou, ma chérie. En plus de sa maladie des os de verre, elle développerait un cancer du poumon. C'est Rita. Comment tu vas, ma Rita? Oh, elle me fait la tête, hein. Ouais. Ah bah avec moi, là, c'est... Je suis foutu. C'est pourtant grâce à lui que t'es là encore. Hein. Ouais. C'est moi. Viens, Rita. Rita. Bon, on va peut-être y aller, on sera mieux là-bas. Hein? Allez-y. Vous connaissez le chemin? Tout le monde est angoissé. Rita, qui refuse de se faire ausculter, et ses propriétaires, qui redoutent le diagnostic du docteur. Une simple radio apportera une réponse. Ça va aller? Voilà, comme ça. Comme ça, ça va être parfait. On la met bien sur le dos, si possible. Moi, j'ai la partie qui sent. Voilà. Non, attention à vos doigts quand même. Voilà. Ah, non, Rita. Rita. Voilà. Bah écoutez, c'est parfait. Voilà. Allez. Voilà. Ouais, c'est fini, c'est fini. C'est un bébé pour nous, hein. C'est le dernier, quoi. La dernière, petite fille. Hein. Vous avez des enfants? Oui. Oui, on en a 5. 5? Elle est habituée à avoir dormi avec tous mes petits-enfants. Elle ne fait pas de mal au bébé. Elle les protège, au contraire. Ouais. Et comment vous la considérez dans la famille? Bah, comme la dernière dernière des enfants. Ah, réellement? Ah oui. Si moi encore là, c'est grâce à elle. Parce que je me dis, si moi je disparais, qu'est-ce qu'elle deviendra, quoi. Petite mère, là. Et madame, vous n'êtes pas jalouse, un peu? Oh non. Non. Non, parce que moi, je suis aussi folle que mon mari avec elle. Hein. Vous envisagez de pouvoir vivre sans elle, quand même? Je sais pas comment je vais réagir ce jour-là. Même le fait d'en parler, j'ai... Vous avez la gorge serrée? Oui. Elle est inquiète encore. Hein. Oui, elle est très inquiète. On dirait qu'elle attend les résultats de la radio. Dès qu'elle vous entend parler, c'est... On va regarder ta radio, Rita? Est-ce que tu es prête? Je crois qu'elle veut pas y aller. J'ai une bonne nouvelle, tout va bien. Ouais. Eh ben, tu vois ma bonne nouvelle, ma chérie. Bonne nouvelle aussi pour le petit Yorkshire, opéré aux aurores. C'est votre... Oui. Oui, pourquoi vous l'aviez amenée alors? Parce qu'elle avait des kystes sur la tête et pour éviter que ça devienne cancéreux, bien sûr. Alors? C'est très bien, elle a bien travaillé. Ah bon, ok. Bon, dis donc. Ça va mieux là. Attends, mets-toi comme il faut. Hop là. Fais des vêtements. Non, Rita, non. Doucement. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais? On parle de ta mère, ta main, tu la remets, tu vois? Une chose. Ah si, ah bah, elle m'a fait mentir. Ah bah oui. C'est nouveau ça. Au revoir Rita.
revoir. Au revoir. Au revoir. De rien. Merci. Quand les vétérinaires traitants sont impuissants devant la détresse de l'animal, ils peuvent alors l'adresser à des cliniques privées spécialisées. C'est ce que l'on appelle un référé. La clinique V24, située en banlieue parisienne, à Levallois, a été créée par plusieurs spécialistes pour répondre à une demande de plus en plus importante. Ici, des vétérinaires se relaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tenter l'impossible. Un caniche récemment hospitalisé en urgence vient de faire un malaise. Son cœur bat faiblement, il respire difficilement. Son cœur vient de lâcher. Les vétérinaires vont tout faire pour le maintenir en vie. Mais l'équipe est plus inquiète pour le maître que pour l'animal. En effet, le propriétaire a clairement exprimé qu'il ne survivrait pas à la mort de son caniche. Hélas, l'animal a peu de chances de survivre. Enfin, on le branche sur respirateur pour le forcer à respirer, mais bon, le pronostic est quand même extrêmement mauvais. C'est un très très vieux chien. Oui, il n'est pas tout jeune. 18 ans. Il a 18 ans. 18 ans. Ouais. Ah oui, effectivement. L'entourage du maître du petit caniche a averti le cabinet que si l'animal venait à mourir, il ne fallait surtout pas laisser son maître affronter seul ce drame inconsolable. J'ai sa maman qui vient de m'appeler. Parce qu'elle était très inquiète. Son fils l'a appelé pour lui dire que son chien était au plus mal et sa maman m'a appelé pour me faire part de ses très fortes inquiétudes sur la réaction de son fils. Elle va peut-être envoyer quelqu'un de la famille, non? Ouais, je vais demander à ce qu'elle envoie de la famille. un de ses familles. Parce que la dame... Sa maman habite dans le sud de la France, elle a 800 km. Allez, pépère, on s'accroche. On s'accroche. Maintenant, l'objectif est de stabiliser l'animal. Une demi-heure plus tard, le propriétaire arrive. Le choc est terrible. J'aime mon bébé. Mon cher papa, il est là. Tu m'entends? Tu m'entends, bébé? J'allais revenir, il fallait m'attendre. Je suis là, mon bébé. Je t'aime. Mon amour. Cette langue. C'est pas possible. On peut pas s'arrêter. Bonheur. Malheureusement, je pense qu'il faut que vous preniez conscience que c'est la fin. Mais pourquoi? Non! Non, bébé! Mon bébé! Il respire. Il respire, oui. Son cœur fonctionne. Hein, mais... Bon, il est quand même au plus mal, hein. Il faut que je te rejoigne. Il faut que je vienne avec toi. Il faut que je vienne avec toi, bébé. Moi, où tu restes avec moi, où je viens avec toi. C'est tout. Je déteste la vie, je la déteste. Si je lui dis ça, je me casse. Le vétérinaire fait face à ce genre de drame pour la première fois. Il semble démuni devant la souffrance immense du propriétaire. Il décide d'appeler un de ses amis. J'ai les coordonnées d'un de ses amis qui m'a demandé de l'appeler si jamais il y avait un problème. Je crois que je vais l'appeler, je vais lui demander qu'il vienne parce que je pense que ça risque de dégénérer. Je vous appelle là pour votre ami. À mon avis, il serait plus judicieux que vous veniez le chercher. Bon, il vient clairement de verbaliser le fait qu'il voulait mettre fin à ses jours. Hein, donc, Je te retrouverai. Je te retrouverai. Où que tu sois, on se reverra. L'animal souffre, une euthanasie s'impose. Là aussi, le choix des mots est capital. Et maintenant, il a besoin de partir. Il attend de partir, il attend que je lui dise. Maman, comment je peux faire? Pour prendre une décision pareille, c'est pas possible. Je suis pas d'accord, j'ai le ventre. On aurait dû vivre ensemble pour toujours. Monsieur. Oui. Je pense qu'il faut que vous envisagiez qu'on le laisse partir.
Vous êtes prêts? Je suis pas prêt, mais il faudra bien. Bon, d'accord. Ouais, il faut le faire partir calmement, sans souffrance. Il va s'endormir sans s'en rendre compte. D'accord? Je peux le garder dans mes bras pour Bien sûr, bien sûr. Vous êtes prêts? Chef. Allez, on y va. On va pas lui retirer tout ça, non? Je t'aime, fais un gros dodo. Je t'aime à la folie. Ne m'oublie pas, je t'oublierai jamais. Papa, il t'aime. Il t'aime plus que tout. Plus que tout au monde. C'est fini? Ça y est. Il est mort? Retour aux urgences de l'école vétérinaire de Lyon. Le centre de soins intensifs ne désemplit pas. Un chien vient d'arriver. Suite à une infection pulmonaire, Mesrine s'étouffe. C'est un hamstaff, donc c'est potentiellement dangereux. Il faut y aller tranquillement. Il faut absolument lui faire respirer de l'oxygène pur. Seul moyen, fabriquer un masque à oxygène à l'aide d'une collerette recouverte par un plastique. Seulement voilà, Mesrine est un rebelle. L'animal ne supporte pas de ne pas voir ce qui se passe autour de lui. La situation devient urgente. Sans oxygène, l'animal risque de s'étouffer très rapidement. Le vétérinaire en chef prend immédiatement la décision de l'intuber, car Mesrine est maintenant incapable de respirer par lui-même. Ah, je peux mettre ça là-bas. On va lui remettre à l'entretien. Vas-y, on peut y aller. Bon. La survie de l'animal dépend maintenant d'un appareil très sophistiqué de respiration artificielle. Mais il y a un problème, son coût d'utilisation. Très élevé, il nécessite l'accord préalable des propriétaires. La vétérinaire de garde les joint au téléphone. Bonne nouvelle. D'accord? Bah, c'est vrai que pour mettre sous respirateur, il n'y a qu'une structure comme la nôtre qui peut le faire, hein, parce que c'est des gros soins, vraiment. Ça prend beaucoup de monde. Il y a un étudiant en permanence à côté de lui et il y a un vétérinaire aux soins intensifs 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que les coûts associés peuvent devenir très élevés. Hein. Oui, 700 € par jour. C'était le seul moyen d'avoir une chance de le sauver, Mesrine, c'était de passer par là. Après, c'est sûr qu'il ne faut surtout pas que vous soyez non plus déraisonnable et que pour vous, après, par la suite, ça devienne compliqué, que vous vous endettiez et tout ça. Hein. Ça, il ne faut pas. Hein. Les propriétaires n'ont donné aucune limite de dépenses pour sauver l'animal. Alors, attends, on va faire ça. Sans perdre un instant, Mesrine est installée dans sa cage pendant qu'une deuxième équipe installe la machine. Pour le SIAMU de Lyon et ses jeunes vétérinaires, c'est une première. Cette technologie dernier cri importée des États-Unis nécessite des réglages d'une grande précision. 45 en fréquence. Mesrine ne souffre plus et respire normalement. Il lutte à présent contre son infection pulmonaire. Parce que l'oxygénation, c'est pas top, hein, il est à 80. Pour s'assurer de ne faire aucune erreur, la vétérinaire effectue les réglages en direct avec un spécialiste. Pendant ce temps, l'équipe de nuit prend le relais. Depuis qu'il est là, mais aucune amélioration, vraiment aucune amélioration malgré les deux sondes nasales, les inhalations et l'antibiothérapie. Et en début d'après-midi, ses muqueuses commençaient un petit peu à être moins roses, à cyanoser un petit peu. Donc on l'a mis sous ventilateur. C'est une surveillance permanente. Il faut quelqu'un qui soit assis là et qui le regarde en permanence, l'animal et les moniteurs. Pour toute la nuit. Pour toute la nuit. Au cœur de l'école vétérinaire de Lyon, il y a aussi un autre centre d'urgence, Klinékin. On y accueille les chevaux en détresse venus des quatre coins de la France. Luna, un cheval arabe, ne se nourrit plus depuis quelques jours. Elle s'est couchée à plusieurs reprises dans son box, présentant des signes de douleurs abdominales. On a essayé de faire très vite, donc les premiers symptômes se sont passés entre 11h et midi. Et donc il est quoi?
23h et quelques. On a mis quoi, 2 heures, je crois. On est parti à 9h, oui. On a bien roulé, oui. T'étais à 120 pour le moment. Hein. On a versé quelques petites larmes déjà en disant ensemble qu'est-ce qui va se passer, quoi. Les vétérinaires craignent une colique, une torsion de l'intestin dans laquelle la nourriture se serait accumulée. Si c'est le cas, il y a risque de nécrose. La vie de l'animal est en jeu. Deux expertises valent mieux qu'une. Là, elle a mal, hein. Mais non, elle est pas. Le diagnostic du vétérinaire est très clair. À mon avis, une exploration chirurgicale de l'abdomen serait... On va voir, je vais déjà attendre le reste des analyses. Luna doit être opérée sans délai. Dans le cas d'un cheval, certaines coliques ne laissent que 6 heures de survie. Première étape, retirer les fers de l'animal pour éviter qu'il ne se blesse pendant l'anesthésie. Le professeur Lepage a été réveillé. C'est ce chirurgien de réputation internationale qui va opérer Luna. Pendant qu'il se prépare, son équipe endort l'animal, une phase particulièrement délicate. C'est pour assister le cheval pendant le coucher, afin que ça se fasse dans le calme et progressivement. Le professeur Lepage et ses équipes ont mis des années pour mettre au point ce genre d'intervention, notamment la phase très délicate de l'endormissement. Ici, tout a été adapté à l'échelle de l'animal. Table d'opération, salle d'endormissement, bloc opératoire, formation du personnel. Au même moment, la propriétaire de Luna fait face à un problème de taille. Elle doit régler d'avance l'opération. À quoi vous pensez? C'est bien compliqué d'avoir des animaux, mais quand on choisit d'en avoir, on va jusqu'au bout, quoi. Donc, si on prend la somme maximale de 4 200, 4 500 €, ça vous coûte cher? Aussi, oui. Ouais. Mais c'est pas le principal. 4 500 € prix maximum, sauf si l'opération se complique. Certaines interventions peuvent coûter jusqu'à 10 000 € et bien sûr non remboursées par la sécurité sociale. Pour le professeur Lepage, une course contre la montre s'enclenche maintenant. Il y a environ 6 heures avant d'avoir la nécrose, donc entre le moment où les gens repèrent que leur cheval est malade, puis ensuite le transport, trouver un transporteur, on est vite arrivé à 6 heures. Comme sur un navire de guerre, chacun est à son poste. Les gestes sont précis, méticuleux. Rien n'est laissé au hasard. La difficulté pour le chirurgien va être de repérer parmi les 35 mètres d'intestin la portion retournée, simplement à l'aide de ses bras et de ses mains, à l'aveugle. Je vais commencer à préparer la table. Le professeur repère très rapidement la portion d'intestin qui s'est déplacée. C'est bon? Allez, c'est parti. Reste maintenant à dérouler une partie des boyaux à l'extérieur de l'animal, à les vider entièrement, puis sans perdre de temps à les remettre dans le bon sens, sans se tromper. L'intervention aura duré 2h30. Et définitivement, le taux de succès d'une colique dépend bien sûr de la présence ou non d'un plateau technique dans le coin, mais de la rapidité de l'intervention, de la reconnaissance par le propriétaire et ensuite du triage par les différents vétérinaires. Mais si on arrive trop tard, on ne peut rien faire. Et tout le succès d'une colique réside dans ça. Pour l'instant, il est trop tôt pour donner de bonnes nouvelles de Luna à sa propriétaire. Il vaut mieux jamais appeler avant le réveil complet de l'animal, car c'est une phase très délicate. C'est quand même
entre 300 et 700 kilos qui se lèvent. On n'est jamais à l'abri d'un accident. Donc ça reste toujours une phase très délicate. Après ça, oui, on pourra faire une belle nouvelle. C'est au réveil que les accidents sont les plus fréquents. Lorsque le cheval reprend conscience, ses gestes sont imprévisibles. Il peut se blesser grièvement. Le cheval ne doit pas être effrayé, son réveil doit être accompagné par des gestes sûrs et sans précipitation. C'est un moment particulier, le réveil? Oui. Oui, parce qu'il n'y a jamais deux réveils les mêmes, comme il n'y a pas deux coliques les mêmes. Qu'est-ce qu'on peut craindre? Mais c'est qu'il ne soit pas assez réveillé, que ses réflexes ne soient pas revenus comme il fallait, et puis qu'en essayant de se lever, il retombe quelquefois. Et puis même certains chevaux peuvent aller jusqu'à la fracture, malgré toute l'aide qu'on peut prévoir. Allez, 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 allez. Voilà. Ouais. Là. Après plusieurs tentatives, l'équipe décide de laisser le cheval retrouver seul son équilibre. Après 3 quarts d'heure, Luna danse à nouveau sur ses 4 pattes. Cette fois, le professeur Lepage peut enfin annoncer la bonne nouvelle à sa propriétaire. Il est 4 heures du matin. Bon. Oui, madame... Oui, oui. Oui, bonjour madame, docteur Lepage, école vétérinaire de Lyon. Oui. Voilà, je vous appelle concernant votre jument. Oui. Hein, donc, elle est réveillée, elle est debout. Oui. Hein, donc, ça s'est bien passé. Il y avait définitivement l'intestin qui était placé à mauvais endroit. Hein, il avait été s'accrocher dans un ligament où il ne devait pas se trouver. Quelques heures plus tard, au lever du soleil, Luna fait ses premiers pas dans son box. Dans 2 mois, sa propriétaire pourra à nouveau la monter. Au Siamu, en revanche, Mesrine n'a pas passé la nuit. Malgré tous les efforts et la compétence des équipes vétérinaires, son infection pulmonaire l'a emporté. La vétérinaire accompagne la souffrance des propriétaires en leur parlant de Mesrine. C'est un membre de la famille avec son caractère à lui, sa manière à lui d'occuper l'espace, d'interagir avec eux. Donc c'est sûr que vu de l'extérieur, on voit un chien, mais pour les propriétaires, c'est pas un chien, c'est Mesrine, quoi. Vous n'avez pas le sentiment que c'est exagéré quand même de se dire qu'on peut aller peut-être jusqu'à 5 ou 10 000 euros pour soigner un animal? Une vie, ça n'a pas de prix. Que ce soit une vie humaine ou un animal, je vois pas pourquoi on doit chiffrer pour un animal. Qu'on dit c'est trop cher, alors on le laisse mourir. Moi non, du moment que ça pouvait le sauver, j'aurais tout fait pour le sauver. Ça peut être 1000 euros par jour, il n'y a aucun problème. Quitte à faire un crédit pour sauver la vie de mon chien, je le ferai. Voilà. On le fait pour les humains, on ne le fera pas pour les animaux. Quoi. Moi, mon chien, c'était mon chien. Quoi. Pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Quitte à m'endetter à vendre mes 2 voitures, à vendre mes 2 voitures, j'aurais fait. Qui me disait, voilà. Heureusement, les nouvelles sont meilleures pour un autre pensionnaire du Siamu. Rappelez-vous, la petite Chanel, opérée en urgence pour une paralysie du train arrière et qui avait subi une opération très délicate. Je dis bien ça, mon toutou. Qu'est-ce que vous lui faites? De la physio un petit peu. De la rééducation en fait. De la rééducation. Une orthopédie d'une hernie, ça peut lui faire du bien ça. Après quelques séances de massage, mademoiselle se redresse. Ouais, il dort un petit peu. Chanel va même avoir droit aujourd'hui à sa première sortie. On va faire de la physio autrement et on va essayer de le faire marcher. Allez Chanel, allez, Chanel. Allez, viens la meuf, viens Chanel. C'est bien déjà. Allez,
C'est dur, hein. C'est debout, c'est plus dur, hein. C'est bien, ma fille. Allez. C'est bien. Allez, Chanel. Allez. Viens, viens. Là, elle a déjà bien travaillé. Pour moi, elle a bien travaillé. Elle a fait 2 petits pas, déjà, c'est très bien, je trouve. On peut pas trop lui en demander non plus, trop d'un seul coup. Il existe un autre type d'urgence pour les vétérinaires. Ce sont les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. 5% des foyers français possèdent un NAC. Leur succès est grandissant, mais ils sont très fragiles, notamment les reptiles. Le docteur Schillinger s'occupe bien sûr des chiens et des chats, mais sa spécialité, ce sont les reptiles. Dans ses mains, un boa constrictor de 17 kg et 4 mètres de long. Il y a un petit souci sur... Ouais, c'est un serpent qui a la tête qui est complètement déformée parce qu'il fait un œdème lymphatique à la suite d'une infection buccale. C'est très musclé pour étouffer ses proies. Bon, mais nous, je vous rassure, il ne nous étouffera pas. Hein. Allez, mon grand, montre-moi un petit peu tout ça, là. Il y a aussi Momo, qui a un petit bobo. En fait, c'est un serpent qui s'est accouplé avec une femelle, et puis il était tellement content qu'en fait, il a eu une érection qui ne passe pas. Voilà. Il n'arrive pas à rentrer. Il a passé la gaine. Il était trop excité, en fait. Voilà, donc en fait, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais les serpents, ils ont 2 pénis. Voilà, il y en a un de rechange. Et là, notamment, ça va lui servir qu'il y en ait un de rechange, parce qu'il y en a un qu'on va être obligé de lui amputer. Ça laisse rêveur, hein. Oui. Pourquoi tu rigoles, Audrey? Là, il y a un abcès ici. On va faire une petite ponction pour voir. L'intervention sera bénigne pour ce boa. Il s'agit de vider le pus logé sur son crâne. Ouais, regardez, là, vous voyez, il y a du pus qui sort, là, en fait. Hop là. Et le mal d'or? Ouais. Momo, lui, a droit aux grands moyens. Le docteur Schillinger doit l'amputer d'un de ses 2 sexes. Bon, on va faire le chat. L'infirmier vétérinaire fait le point aujourd'hui avec le docteur sur l'état de santé d'autres pensionnaires, les tortues. Ce sont les NAC les plus prisées. Certaines peuvent vivre centenaires et coûter jusqu'à 5 000 €. Mais ces NAC sont très fragiles. Qu'est-ce qui revient le plus souvent? L'urgence des NAC la plus courante? Je crois que c'est les problèmes respiratoires. Ce sont les animaux qui tombent assez facilement malades de pneumonie parce qu'ils sont très sensibles aux variations de température. Justement, un reptile en convalescence d'une opération du pancréas fait une insuffisance respiratoire soudaine. Il s'appelle Ambassadeur. C'est un iguane âgé de 7 ans, d'une taille exceptionnelle. L'assistante le met en urgence sous oxygène, mais l'animal ne réagit pas. Il semble être tombé dans le coma. Non, 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 non. Son cœur est tellement faible qu'on ne l'entend même plus battre. L'iguane est diabétique. Le vétérinaire va lui injecter immédiatement une dose d'insuline. La propriétaire a été avertie. Voilà, tiens, je te donne ça si tu peux le tenir. Donc là, il est au plus mal, on a encore une activité cardiaque. Il est sous respiration assistée parce qu'il ne respire pas tout seul. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir prendre une décision. Allez-y, je vous en prie, c'est tout droit. Donc là, vous voyez, il est inconscient, il ne nous entend pas, il ne nous voit pas. Je suis désolé pour vous parce que je comprends votre chagrin. Mais bon, je crois franchement pour lui qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'il s'endorme sans souffrir et qu'il ne souffre plus parce que là, il est au bout, quoi. On a tout tenté, on ne peut pas faire plus et là, son organisme est en train de flancher, quoi. Je vais lui faire son injection, d'accord? Ok, je vais aller chercher ce qu'il faut. Son cœur va s'arrêter tout doucement, là, sans douleur. Voilà, c'est fini. Là, c'est toujours triste, hein. C'est toujours une épreuve, quoi. Avec les reptiles, c'est une relation à sens unique. On a peu de retours affectifs de la part d'un reptile, sauf peut-être avec certaines espèces dont l'iguane fait partie. Avec les tortues, par exemple. Les gens qui ont des tortues terrestres sont généralement très attachés à leurs tortues parce que ce sont des animaux qui
qui viennent quand vous les appelez, qui peuvent manger dans la main, qui peuvent reconnaître leur propriétaire. Et avec les iguanes, c'est un petit peu pareil. C'était une 4e personne du foyer, bien sûr. C'était considéré presque comme un humain alors? Mais oui, bien sûr. Ça a été 7 ans de bonheur avec lui, mais au final, c'est quand même trop douloureux, donc pour l'instant, non, c'est terminé. Non. Voilà. Vous n'avez pas envie de le remplacer en fait? Ah non, il n'est pas remplaçable de toute manière. Au revoir. Au revoir, bon courage. « 400 pensionnaires et 60 espèces différentes. Le zoo d'Amiens occupe 6 hectares à seulement quelques minutes du centre-ville. Je peux passer voir l'éléphant, là? Vous avez un petit souci ce matin? Disons qu'on a des problèmes de pattes sur un éléphant et puis des pertes de sang dont on voudrait bien savoir d'où ça vient, quoi. C'est Praya, une éléphante d'Asie qui a très mal à sa patte. Alors elle manifeste sa douleur en balançant sa tête d'avant en arrière. Le risque, c'est qu'elle en meurt, quoi. Ah oui, elle peut? Oui, elle peut, tout à fait. Un éléphant qui ne tient plus debout, la seule solution, c'est quasiment l'euthanasie à un certain moment, quoi. Le zoo attend l'arrivée imminente d'un docteur vétérinaire spécialiste des animaux sauvages. Si l'inquiétude règne au sein de l'équipe, c'est le soigneur de Praya le plus angoissé, car le plus attaché à l'animal. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie d'entendre dans la bouche du vétérinaire? Qu'elle me dise qu'il y ait des phalanges de nécrosées, quoi. Voilà. Ah, carrément. Disons qu'il y ait une sorte d'ostéoporose, quoi, finalement, qui fait que l'os dissout, puis elle n'a plus d'appui. Ce que j'espère, c'est qu'à la rigueur, qu'il y ait juste une déformation, mais qu'elle ait encore toutes ses phalanges. Praya va devoir passer une radio, et c'est Florence Olivet-Courtois qui va s'en charger. C'est elle que l'on appelle pour les urgences les plus difficiles. Florence est un vétérinaire volant. À ce titre, elle intervient aux 4 coins de la France, et même à l'étranger. Dans cette caisse, une radio portative. Ah, vous avez fait un joli tabouret. Pour sécuriser l'opération, les pattes avant de Praya sont enchaînées. Florence reste à l'écart. Seul le soigneur peut pour l'instant approcher l'animal. Alors qu'est-ce qu'il y a de délicat, ce genre d'opération? Alors il y a la première délicatesse, c'est un éléphant de 4 tonnes qui est entraîné, donc qui est un animal bien coopératif, mais ça reste un animal sauvage et qui peut décider de ne pas se laisser soigner à tout moment, parce que notamment il peut y avoir un problème de douleur. Praya ne cesse de balancer sa tête d'avant en arrière. Florence cherche d'abord une plaie pour expliquer la perte de sang. Mais Praya souffre trop, elle ne tient pas en place. Qu'est-ce que vous attendez là? Qu'elle se calme un petit peu en fait. Au bout d'un quart d'heure, Praya finit par se calmer, à l'aide de quelques récompenses. Elle tolère quand tu montes? Ouais. Ça, je vais me mettre moi là-bas à côté. Praya s'est calmée et obéit volontiers à son soigneur. Florence va pouvoir entrer en action. Ok. Bonjour ma puce. La manipulation reste très dangereuse car la vétérinaire se positionne entre le mur et l'animal de 4 tonnes. C'est un bon éléphant. L'appareil radio est difficile à positionner. Il pèse près de 25 kilos. Florence attend que Praya soit parfaitement immobile avant de prendre quelques clichés. Tout doit être fait dans le calme car l'éléphante pourrait, par un simple mouvement, écraser la vétérinaire contre le mur. Tout s'est bien passé. C'est bien. Récompense à volonté. Vous allez pouvoir faire un diagnostic sur place. Alors il faut que j'aille développer chez un confrère qui est juste à côté, les radios. Et puis on va pouvoir savoir ce qu'il en est et si les radios sont bonnes. Bon, on est parti? Ah oui, tu as oublié. Ça fait l'écharpe, tu vois. Ça me fait chaud. Pour développer les radios,
Florence se rend dans un cabinet vétérinaire situé à 10 minutes du zoo. Ça va? Son confrère n'intervient pas sur les animaux sauvages, mais lui prête régulièrement ses locaux pour effectuer le plus rapidement possible ses diagnostics. Bon, tout marche bien là pour l'instant. Pas encore cicatrisé complètement, je suppose. C'est vrai que le veto, c'est un peu le problème, c'est qu'on soigne de la souris à l'éléphant. Donc on va de quelques grammes à quelques tonnes, donc c'est ça un peu le problème. Donc on préfère sur des gros spécimens les laisser ceux qui ont l'habitude, ou sur la faune plus sauvage, laisser à ceux qui ont l'habitude, parce que bon, c'est quand même une approche qui est un peu différente. Quelques minutes auront suffi pour développer les radios. Alors... Mais ce que je vois, elle est nickel. Hein. Sans problème. Tout va bien alors? Ouais, là, celle-là est très rassurante. Pour la patte avant, pas de problème donc. Mais la vraie urgence pour Praia, c'est sa patte arrière droite. Radio claire, ça. Les radios sont très bien, on n'a pas besoin de les refaire. Et on a des phalanges super. Bon, il y a des tâches qui sont liées au développement. Quelque chose de rassurant. Ça, c'est super. Vous cachez un peu votre angoisse hein, ce matin quand même. Ouais, bah toujours. Ben, c'est jamais anodin sur un éléphant, donc faut pas... On panique pas, mais on est inquiet. Donc elle va faire une rentrée de saison, quoi, triomphante. Ouais, Hein? ouais, elle va être en forme. Ciao! Florence et le directeur technique du zoo repartent avec le sourire. Ils vont pouvoir annoncer la bonne nouvelle au reste de l'équipe et surtout aux soigneurs de Praia. Alors, eh ben, on a des pieds de jeune fille. C'est vrai? Ouais, non, vraiment nickel, pas un poil d'arthrose. Donc pas d'arthrose, pas d'ostéomyélite, rien. Nickel. Magnifique. Et des jolies radios en plus. Donc, elle a bien posé. Les pieds de notre demoiselle orientale sont en bonne santé. Praia restera encore pour de longues années la mascotte de la ville d'Amiens et de son zoo. Together.